messieurs, bienvenue à bord du SLIP. L'épisode qui va suivre a été enregistré en l'an 2020, année de la grande pandémie du pangolin. Suite à une rupture du continuum espace-temps, cet épisode a voyagé à travers les âges jusqu'à vos oreilles. Nous nous excusons par avance pour le décalage générationnel engendré. Bonne écoute. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Yippee-ki-yay, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des sprinters. Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Enculé de ta race! On a fait comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance, Jean Jérôme! Le slip. Le slip. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? Ouais. Aujourd'hui, on s'est réunis pour un nouvel épisode du Slip, le super limité irrévérencieux podcast, avec un concept assez simple. Charlie, je vois que tu me regardes avec les yeux de Merlan Free. Tu te rappelles du concept? Ouais, c'est bon. Ouais, bon, j'attends de savoir si tu le sais toi aussi. Alors, je vais quand même l'expliquer rapidement pour nos auditeurs qui nous découvrent peut-être. Donc, chaque mois, on s'empare d'un thème. D'actualité ou pas, d'une info passée ou présente, et on en parle autour d'un apéro et de nos objets pop culture préférés. Voilà, pour cette première, ce soir, je suis entouré des meilleurs. Vous ne les connaissez pas encore, mais je vous le dis, ce sont les meilleurs. À ma droite, tout au bout là-bas de la pièce, on est chez lui ce soir, c'est Momo. Numéro 10 dans notre team, le technicien de l'équipe, l'orfèvre. Bonsoir Momo. Notre logeur aussi, on le remercie. Avec sa voix de crooner, évidemment. Ah, tu vas bien, Momo? Ça va. Bon, bah, et c'est toi? cool. Ouais, très bien, je te remercie. Pépé est juste à côté de moi, il me tient chaud à ma droite. Le nec plus ultra du chroniqueur d'âge mûr. Le cochon truffier de l'équipe. Comment vas-tu, Pépé? Le cochon Ah, le cochon truffier, c'était magnifique. On a dit qu'on parlait pas de son nez ni de son âge, merde. Mais c'est parce qu'il nous trouve toujours des perles, il a toujours des... Tu vois, ça n'a pas de rapport avec l'animal. Dans son nez, les perles? Avec le nez. Voilà, donc le mec qui est en train de chambrer juste en face, c'est Angelo. Angelo qui n'a d'angélique que son nom. Sniper hors pair et d'une mauvaise foi assez légendaire, faut le dire, mais comme le reste de l'équipe, ça va? Tu vas bien? Ça va. Je sais pas combien de drums là on est rendu, mais... Bah, c'est un peu la base de l'émission. Hein. C'est bien parti pour un bon épisode là. On démarre pas sous la limite autorisée, ça c'est obligatoire. Exactement. Voilà, et juste en face de moi, Charlie, le cuisinier de l'équipe, l'amuseur en chef, le directeur du fan club de la Rousseau. Comment vas-tu? Ça va. Et en fait, non, je suis plus sur Mario Nardi en ce moment. J'ai envie de le retour du Kieki. Parce que le Big Deal a eu son retour. Je trouve que Kieki, ça mérite que ça revienne Kieki. Est-ce que Kieki revient, sérieux? Ouais. C'est déjà revenu, je veux dire. C'est revenu, c'est reparti. Avec la gaffe? Non. Attends, bonne question. C'est peut-être la gaffe, je sais plus. Parce que la gaffe, c'est devenu méga gaffe. Hein. Ouais, c'est méga gaffe dans Fort Boyard. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Marie-Ange Nardi, et du coup, t'as des nouvelles de Pépita ou pas? Pas trop, non. Non, disparu totalement. Adieu, Pépita. Bon, trêvons de galéjade. Messieurs, ce soir, on s'est réunis pour parler voyage dans le temps. Et ouais. Absolument. Ouais, soyez pas trop enthousiastes surtout. Hein. Je crois que t'allais continuer en fait. Tu t'es pas présenté? Sans transition. Ouais, mais non, c'est vrai. Pedro, le bully de la bande, le présentateur. Ouais, mais tu t'oublies parce que t'es aussi en âge avancé. Hein, c'est ça, arrive à tout le monde. Exactement. Voilà, c'est fait. Donc voilà, je crois que je suis. Donc c'est moi. Voilà. Et donc ce soir, on va parler voyage dans le temps. Je voudrais bien revenir d'ailleurs 2 minutes en arrière. Là, je vais peut-être faire une petite coupe. Allez. Je vous introduis un petit peu le sujet. Allez, c'est reparti. Allez, ça me fait plaisir. Qui n'a jamais rêvé de revenir en arrière, de changer les choses, de revivre une époque, recroiser ce garçon ou cette fille, de tuer un despote, un dictateur, ou tout simplement d'aller voir son avenir? Dans la science-fiction, le voyage dans le temps occupe une place centrale. Les plus grands s'y sont frottés, des écrivains, des cinéastes, mais également des philosophes et aussi des scientifiques. Et oui, pour la science, comme pour la philo, le temps, ses contraintes, ses possibilités même, sont des sujets d'étude de longue date. On en trouve trace dès l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les Hindous. Si Aristote a soutenu que changer le passé dépassait même les pouvoirs de Dieu, laissant peu de place au doute sur son avis au sujet du voyage dans le temps, ses pairs plus contemporains étudient et théorisent cette possibilité très sérieusement. Cependant, ces études et théories, le concept même de voyage dans le temps, sa faisabilité, sont très controversés. En effet, l'idée même nourrit de nombreux paradoxes. Et si certains l'acceptent, tant en relativité générale qu'en médecine, en médecine, pourquoi pas, en mécanique quantique, le monde scientifique est unanime. C'est pour l'instant irréalisable avec les technologies d'aujourd'hui, tout simplement. Mais au fait, Jamy,
C'est quoi la définition du voyage dans le temps? C'est ça que tu nous avais caché. Eh bien, tu vois, Fred, j'ai mal dormi, j'ai mal dormi. Ah, c'est la petite voix. Les questions à la con, ma claque. Non, je me barre avec Marcel, on va bouffer un burger. T'as qu'à demander au slip. Il a pris cher, Jamie, quand même, on est d'accord. Ah, j'avoue. Ah, putain. Alors, les gars, est-ce que vous avez une définition du voyage dans le temps à me donner? Est-ce que vous l'avez en tête? Avant de parler de la science, je voulais parler déjà du fantasme humain, en fait, de voyager dans le temps. Parce que c'est quand même, ça fait, en termes philosophiques, ça fait partie des plus vieux fantasmes humains. Voyager dans le temps, voler, ce genre de trucs qu'on n'est pas censé achever. Enfin, ça peut-être qu'on le fera un jour, je sais pas, mais en principe, on n'est pas censé le faire. Le voyage dans le temps, en fait, la notion de voyage dans le passé est relativement moderne dans la représentation, dans les œuvres fictives et dans la culture en général. Puisque H.G. Wells en exemple et tout ce qui va et qui suit, en fait, voyager dans le temps, en fait, c'était avant tout voyager dans le futur et pas voyager dans le passé. C'est marrant, alors on n'a pas la même représentation du truc, en fait. H.G. Wells, juste en deux mots, tu nous expliques qui c'est, parce que moi ça me parle pas du tout. Ouais, alors juste une info sur le fantasme avant, voyager dans le passé, c'est peut-être aussi un fantasme qui est un peu plus personnel, en fait, rectifier des actions manquées, ce genre de trucs. Ça repose sur le regret en général. Et c'est pour ça que là on tombe dans le fantasme dans le philosophique. Alors H.G. Wells, en fait, ça fait partie des mastodontes de la SF avec Jules Verne, fin 19e, et donc on allait forcément y tomber, donc du coup je me mets dedans, mais donc H.G. Wells, en fait, c'est le premier type qui popularise véritablement le voyage dans le temps à travers un outil technologique. C'est le premier. Okay. Avant lui, c'est des mecs qui, genre Rip Van Winkle avec Washington Irving, des mecs qui s'endorment, ils se retrouvent dans le futur, enfin des trucs à la con, sur des malentendus ça passe. H.G. Wells, c'est le premier qui a déjà qui parle de temps comme une dimension, qui la mentionne comme la 4e dimension en fait dans son bouquin. D'accord. Et voilà, c'est le premier qui utilise de fait un appareil technologique issu de la science, qui est capable de transporter l'homme dans le futur. Parce que son œuvre, c'est et d'ailleurs, c'est un truc, un abus de langage. Enfin, un abus de langage. En français, on a tendance à dire la machine à remonter le temps, mais en fait, lui, c'est à voyager. Voilà, c'est ça, à explorer le temps, aller dans le futur. D'accord. En fait. Okay. Alors là, je parle de. Donc, la machine à explorer le temps, c'est en 1895. D'accord? Oui, d'accord, pardon, excuse-nous. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Et alors, oui, c'est le truc que je veux dire. Donc, voilà, c'est le premier qui utilise un outil scientifique pour, voilà, machin. Et c'est que, avant ça, donc, je vous ai parlé de fantasme et d'aspect philosophique. Et en fait, H.G. Wells, c'est le premier qui va, ancrer le voyage dans le temps dans la SF. Avant lui, en fait, on est. T'as parlé d'Aristote, on est sur t'as parlé de la religion ou de voilà, rêve, comme tu disais aussi. Et aussi, tu vois, avant le 19e, en fait, quand on parle de voyage dans le temps, t'as toujours c'est un peu un outil politique pour dire regardez les dérives qu'il y a aujourd'hui, si on continue ça, regardez comment ça va se passer dans le futur. Et du coup, on prend un pélos, on met dans le futur et fait ah bah vous voyez, bande de dégénérés, comment ça se passe dans le futur. Parce que là, toi, t'es déjà rentré dans la science-fiction. Alors effectivement, c'est lui qui le fait en fait. C'est H.G. Wells qui va ancrer ça dans la SF. Mais la SF va récupérer ça. Et en fait, nous, quand on parle de voyage dans le temps, on pense à l'SF en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est le premier truc qui vient en tête, mais finalement dans les écrits c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est beaucoup plus vieux que ça. Et avant c'était pas de l'ASF en fait. Enfin c'était pas. Voilà. C'était ça, c'était pas de la SF. C'était même. Alors, moi par exemple, j'en ai trouvé trace dans les légendes et je pense être remonté jusqu'au personnage fictif. Le premier à avoir Persiflore. C'est pas un Pokémon ça, Persiflore. L'un des premiers à avoir dit, en tout cas, avoir relaté ses voyages dans le passé. Et donc, est-ce que vous avez une petite idée de qui c'est? Allez, je vous aide un petit peu. Légende arthurienne. Ah merde. Lancelot? Non, pas Lancelot, il est trop terre à terre. Caradoc? Non, c'est Merlin, tout simplement. Ah, c'est Merlin qui parle de ses voyages dans le temps. En vrai, c'est le premier personnage de la littérature, finalement, enfin des légendes en tout cas, à relater des faits de voyage dans le temps. Okay. Sinon, si on veut parler un peu plus scientifique du coup. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une petite anecdote à partager? Bah alors j'avais vite fait un peu étudier le truc. En gros, les seuls moyens qu'on aurait de voyager dans le temps, ce serait d'utiliser la gravité. Ouais. Le trou noir, par exact. Donc là, en gros, tu te fais défoncer avant. En gros. Mais en gros, la gravité va faire que le temps va se distordre. C'est le principe de l'espace-temps courbe. En fait, plus tu vas avoir de gravité à un point, et plus l'espace va être courbé à ce moment-là, ainsi que le temps. C'est ça. Et donc, du coup, on touche à la relativité générale. Donc là, tu voyages. En fait, le temps va s'écouler plus vite pour toi qu'il ne s'écoule pour quelqu'un qui subit moins de gravité. Donc dans ce cas-là, tu pourrais voyager éventuellement dans le temps. Mais ça te demande quand même un bail d'énergie, un bail de temps aussi pour accomplir un voyage. C'est ça. Et il y a même forcément une histoire de trou noir en termes de sollicitation d'énergie. Ouais. Effectivement. Et ce que vous savez, du coup, ce qui rend possible donc ces voyages dans le temps et ces trous noirs et ces distorsions en fait et ces créations de trous noirs, ça c'est un effet qui a un nom assez marrant. Il s'appelle l'effet Casimir.
Ok, je connaissais pas. Alors l'effet Casimir, en fait, Ils chantent sur l'île des enfants et tout. c'est ça, avec ce gros costume orange. Dès que t'as moins de gravité, t'entends l'île des enfants. C'est des enfants qui disparaissent, mais non, mais ça n'a rien à voir avec Casimir. Ça, c'est pas la même chose. Ils distribuent des bonbons à la sortie des écoles. Ça, c'est l'effet Xavier Dupont-Ligonnès. Pouf, disparu. C'est pareil, hein. Il y a aussi une courbure de l'espace-temps. Si j'osais, je dirais que ta blague m'a terrassé. Donc, l'effet Casimir du néerlandais Hendrik Casimir en 48. C'est une force. Attendez, je reprends mes notes parce que je sais pas tout ça par cœur évidemment. C'est une force d'attraction entre deux plaques parallèles, conductrices et non chargées. Et donc c'est ça qui permettrait le voyage dans le temps. Ouais, bah attends, on est de 7 à 77 on a dit, mais on n'a pas parlé de QI, de 50 à 250. J'en reviens du coup, vu qu'on est sur l'aspect scientifique, le voyage dans le temps pour voyager dans le passé, c'est quelque chose qui est scientifiquement pas visible ni jouable, mais voyager dans le futur, c'est, on va dire que ça peut être scientifiquement tangible ou observable, dans le sens où justement on revient à la relativité générale d'Einstein, et le fait que la gravité étant une propriété géométrique de l'espace et du temps, on peut courber justement le temps. Ouais, mais je le disais en introduction, donc effectivement, et tu le rappelais tout de suite, les scientifiques sont assez partagés en fait. Il y a quand même une bonne partie de la communauté scientifique qui pense que c'est pas irréalisable. Maintenant, le futur ou le passé? Non, l'un comme l'autre. Par contre, il y a un consensus qui est clair et net, c'est que de toute manière, à l'heure actuelle, on n'a absolument pas les moyens technologiques même de l'envisager ou de le formaliser. Donc, on n'a pas les moyens technologiques déjà de voyager suffisamment dans l'espace. Voilà, déjà pour commencer. Enfin, Mars, ça reste. Ne serait-ce que produire l'énergie nécessaire. Et l'énergie est totalement abstraite. Ouais. Donc tu veux dire que seul sur Mars où on fait pousser ses patates soi-même. Ouais, les étrons de Matt Damon pour faire des. C'est ça. Après, tu peux manger les étrons de Matt Damon. Après, c'est les étrons de Matt Damon. Ça aura pas l'effet de patate. Ça doit être les meilleures tomates du monde. Non, c'est les pommes de terre. Pommes de terre, c'est ça. Ça dépend ce que tu as mangé la veille. Il doit chier des paillettes d'or. J'ai cru que j'allais pleurer quand sa petite tente elle s'écroule et tout là. Bon, bref, c'est pas le sujet de ce soir, mais. Oh là là. Est-ce que vous avez entendu parler du paradoxe du grand-père? Eh oui, je voulais en parler aussi, mais vas-y. Ça veut dire quoi? Alors, c'est ton propre grand-père, c'est un truc comme ça? Ouais, t'es dans l'idée. T'es complètement dans l'idée. Si tu vas tuer ton grand-père. Ah oui, donc tu deviens à la fois une cause et une conséquence, c'est ça? Il y a un paradoxe de causalité. Mais tu vas en parler de la source de ça, de l'origine du terme? Alors, j'allais y venir. Ouais, est-ce qu'on a les mêmes infos? C'est René Barjavel? Ouais, c'est bien Barjavel en 44. C'est Barjavel, exactement. Donc c'était dans son roman Le Voyageur imprudent. Yep. Et donc effectivement, c'est ce que t'expliquais tout de suite. C'est le principe de boucle qui est non résolu et qui est souvent compliqué au cinéma. Quand on regarde certains films, on se dit il y a toujours un truc qui pêche, c'est que si tu remontes dans le passé pour tuer ton grand-père, tu n'existes pas. Si tu n'existes pas, t'as pas pu remonter dans le passé, donc tu n'as pas pu tuer ton grand-père. C'est le serpent qui se mord la queue, tout simplement. C'est le paradoxe temporel. Ouais, exactement. Exactement. Moi, je sais que je suis plus fan de dire que en fait, ton présent, c'est toujours ton présent, même si tu vas dans le passé. C'est-à-dire que c'est pas, tu changes pas ton passé, en fait, tu changes ce que t'es en train de vivre. Le multivers. C'est le multivers plutôt, quoi. D'accord. Oui, c'est non, mais alors toi, effectivement, t'es vraiment sur un plan, sur un plan. Toi, tu considères qu'il y aurait plusieurs plans. Plus ou moins, ouais. D'accord. En fait, revenir dans le passé, c'est que tu crées une nouvelle dimension, on va dire, quoi. Tu modifies pas ton passé à toi, c'est d'une nouvelle. T'aurais tellement pas été pote avec Aristote, toi. Ah mais non, mais moi j'étais freudien, moi. Oh, salaud. Attends, tu veux qu'on en parle? On va parler de ton complexe d'Oedipe si tu veux bien. Ouais. Ben Charlie, puisque t'as pris la parole, toi qui es le cuisinier en chef. Ouais, on va faire un petit quiz. Ouais, tu vas tester un peu nos connaissances. Est-ce que je peux juste rajouter un dernier truc? Non, ton temps de parole est terminé. Juste en 2 secondes, parce qu'on a parlé de voyage dans le futur et justement comme quoi il y avait toujours un message politique dans les œuvres fictives. Idiocratie 2006. Ah non! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est l'exemple parfait en fait, le fait de porter un message politique. Mais il bouffe ma référence, ce con! Une société dystopique et dégénérescente. Et j'en ai une autre, Blake et Mortimer. D'accord, vas-y, fais la liste complète, comme ça on est vraiment dans le Le piège diabolique en 62, voilà, c'est cool. En fait, Mortimer, il arrive dans le futur et les gens ne savent plus écrire. Bien, place à la cuisine. Charlie. Quiz. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? Et du coup, 2 équipes. Pedro Pepe, Angelo Mollusque. Je suis encore avec cette tanche là. À chaque fois qu'on fait des quiz. Les vieux contre les jeunes. Ouais, la dernière fois qu'on a joué ensemble, Pépé, on les a poutrés, non? On va commencer par un bon vieux blind test de séries et de films. Après, c'est à chaque fois une seule équipe qui va répondre, parce que sinon c'est le bordel. Si on fait la rapidité. On va commencer par Pedro et Pépé. Putain, j'espère que t'es fort parce que je suis vraiment nul. Et donc, à chaque fois les extraits sont 10 ou 15 secondes. C'est très rapide. Ok. Et on va commencer par les séries. L'extrait numéro 1. Très rapide. Chacun fait ce qu'il peut. X-Files! Ah ouais, facile! C'est donné quoi. C'est easy, ma gueule. Il n'y a pas que des difficiles. On commence tranquille. Ok. Du coup, pour Mollusque et Angelo, extrait numéro 2 des séries.
J'ai pas du tout. Ah, bah, je l'ai pas du tout non plus. Hein. Fringe. Exactement. Ah ouais, bien joué. Bien joué. Extrait numéro 3 des séries pour Pépé et Pedro. Ah putain, attends. À mon avis, c'est pas les années. Ça, c'est une sitcom. C'est un truc à la con, ça. C'est pas les années 2010. Ah, mais ah si, demain à la une. Demain à la une, oui, mais oui. Oh là là. Ah, c'est pas si à la con que ça. Une sitcom. Oh, l'épisode très triste où il c'est triche. le miaulement qui m'a aiguillé. Ouais, moi, le miaulement. C'est quand t'entends le chat. L'épisode trop triste où il triche, il prend les numéros du loto de son pote, là, et du coup, le lendemain, il reçoit plus le journal. Bah oui. Ah oui, c'est triste, hein. Le vieux demain à la une. Angelo, Mollusque, la dernière série. C'est parti. C'est quoi ça? Ah putain de merde. Je crois que je l'ai. On dirait une musique MIDI d'un jeu. Oh, Code Lyoko. Oh oui. Oh, bien ouais. Code Lyoko. Ah non, franchement, c'est On balèze. aurait dit une musique de MapMonde d'un RPG japonais sur Super NES en 95. Du coup, on va passer maintenant à 4 films. Donc, Pépé et Pedro, le premier film. Oh bah oui, les visiteurs. Putain, c'est pour nous ça. Allez. Oh mais non. Ah ouais, j'ai paniqué du difficile. Hein. Ah mais c'est vrai que c'est une belle ref, les Bah ouais, visiteurs. c'est quand même pas mal dans le genre. Deuxième film pour Angelo et Mollusque. Putain, mais nous c'est abstrait quoi. Oh mais non. What? Putain, on dirait un générique d'Hitchcock. Twilight Zone? Non, c'est pas ça. J'ai pas du tout. Non, pas Ah, tu peux le donner, Pedro. Non, j'allais dire une énorme connerie. Je l'ai pas. Non. Ça vous fera le plein. Non. Ah, tu peux, la hein, garde pour moi. Non. C'était la planète des singes, les gars. Ah putain. Oh, d'accord. Ok. Troisième film pour Pépé et Pedro. Merde. Ah, Interstellar. Interstellar. J'étais Quand ça commençait, je l'avais quoi. Avec la BO de Hans Zimmer. Ah ouais, alors je vais être honnête avec vous, je le connais que depuis 3-4 mois, j'ai traîné des pattes avant de le voir et du Et coup Angelo j'ai pas- est outré quand il ouais. entend. C'est clair. Non mais écoute, j'ai mis le temps mais je l'ai vu. Et T'as apprécié? Allez, on envoie le 4. On envoie le Tu quatrième veux film. vraiment qu'on se fritte dès maintenant Fais gaffe à ce que ou- tu veux dire. On envoie le quatrième film pour Mollusque et Angelo. Ah, retour vers le futur. Ah bah tiens, répondre. celui-là s'il l'avait pas, sérieux. Là, c'était la honte. C'était un petit blind test pour commencer. Je vais vous refaire un autre petit jeu. C'est du 2 en 1. Qu'est-ce que c'est le 2 en 1? C'est 2 synopsis de films ou de séries que j'ai mélangés. Oh le bâtard. Il faut essayer de trouver ce que c'est. Du coup, ça fait des synopsis de merde. Ah putain. Vous allez voir, ça. À chaque fois c'est un film et une série ou ça peut être deux Ça films peut et deux être séries? deux films, deux séries, un film ou une série. Ah putain. Ouais, à chaque fois, bien sûr, sur le voyage dans le temps. Ok. Toujours relié à. Donc, Pépé Pedro, le premier. Écoutez bien. Alors, c'est l'histoire de tueurs à gages au milieu de nulle part qui crée une machine à remonter dans le temps pour récupérer 6 cailloux de l'infini armés d'une pétoire afin de sauver le monde. Ok, il y a Looper Il y a Looper. et l'autre, si les tu gars, veux le quand refaire? Je la refais, bien sûr. C'est l'histoire de tueurs à gages au milieu de nulle part qui crée une machine à remonter dans le temps pour récupérer 6 cailloux de l'infini armés d'une pétoire. Les Avengers. Ouais bah ouais c'est ça. Comment Lequel? Attends c'est le premier je crois. Non. C'est celui du milieu là. Je les connais mal. Moi, donc. C'est du milieu, mais il y en a. Il y en a 3. Il y en a 3. C'est un de. Il y en a 4. Il y en a 4. Ah merde. Le 3. Non, c'est le tout dernier, les gars, c'est Endgame. Endgame. Ah, putain. C'est quand il retourne dans le passé pour récupérer les cailloux et pour sauver tout le monde. Ah, mais oui. Alors, moi je l'ai vu mais alors d'un seul œil moitié endormi sur le canapé. donc, Thanos, il y a que deux parties. Vous avez votre petit ah, quand même. non, c'est pas ma team moi les Avengers. C'est pas ma Alors, team. du coup, Le truc qu'on aime bien. Bah, on a Looper, on s'en fout. Mollusque Angelo. Allez. C'est l'histoire de Raph, Tim et Léo, alpagués par un médecin sans nom, voyageant à travers le temps et l'espace, venus pour les prévenir à multiples reprises sur les conséquences désastreuses qu'ils peuvent avoir. Alors, leur il y a le geste. voyageur du futur. Ouais. Et le visiteur du futur, pardon. Ouais, visiteur. Et l'autre, c'est Six Hero, je sais pas quoi là. Attends, je vous la refais quand même. Oh non, sois pas obligé de la refaire. Non. C'est l'histoire de Raph, Tim et Léo, alpagués par un médecin sans nom, voyageant à travers le temps et l'espace, venus pour les prévenir à multiples reprises Docteur Who. sur les conséquences désastreuses que peuvent avoir leur Je savais que tu l'aurais la deuxième Docteur fois, Who. le jeu de mots là, avec Docteur le Who. docteur sans nom. Le docteur sans nom qui voyage à travers le... Raph, Tim et Léo, c'est les mecs du Visiteur du Futur au début. Ah, j'avais pas les noms des persos. Et Du vous coup, avez j'étais les deux, les là-dessus. gars. Le Visiteur du Futur et... Et ils égalisent. Et oui, Ah, ils égalisent, aïe. une petite égalité à 5-5. Et on est sur la fin là, non? Et il en reste... Ouais, il vous en reste un chacun. Donc, Aïe. Ah, faut pas se rater. Attention, Pépé Pedro. C'est parti. C'est l'histoire de 43 femmes qui donnent naissance à des enfants extraordinaires au même moment, permettant de prédire les futurs crimes
alors qu'elle n'était pas enceinte. Alors, Minority Report. Ouais, ça c'est voilà. Et 40. Le problème c'est que j'ai que celui-là. Je vous le refais. Non, toi tu te tais, toi tu baisses le bras, toi. Moi je vais me mettre à poil surtout. Tu te mets tout nu, toi. C'est l'histoire de 43 femmes qui donnent naissance à des enfants extraordinaires au même moment, permettant de prédire les futurs crimes alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Attends. Peut-être que vous l'avez. Bah non, tu l'as pas. C'est le film qui me fait le Time Cops, non. Tu l'as pas. Putain. C'est le film qui me fait le plus peur. Vous l'avez les autres? Je vous en ai parlé. Moi j'ai pas du tout. Le village des damnés. Ah non, pas du tout. Ah bon? Allez, tiens, bim. C'était Umbrella Academy. Oh non. Mais d'où ils sont 43? C'est 43 femmes qui donnent naissance à des enfants extraordinaires d'un seul coup. Mais ils sont. Ah mais lui il en aura récupéré que ça. Toi t'as lu la BD? Non, ils le disent de non, la première ils le disent dans la série. J'ai mal regardé la série, voilà, c'est tout. Super. Attention les gars, la dernière. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'un présentateur météo qui se retrouve touché par le sang d'un mimique, ce qui va l'obliger à revivre cette journée jusqu'à ce qu'il s'endorme ou meure. Donc Sébastien Follin et Bill Murray, moi j'ai le titre en. Donc Un jour sans fin. Un jour sans fin et merde le film avec. Le jour de la marmotte. Avec Sébastien Follin. Non, c'est pareil. En gros, il est dans un méca et il revit tout le temps la même journée. Je vous la refais quand même pour même pour les. Ouais. Pour ceux et qui c'est en m'écoutent. France, c'est un débarquement en Les France gars, contre des attendez, aliens. je vous la refais quand même. C'est l'histoire d'un présentateur météo qui se retrouve touché par le sang d'un mimique, ce qui va l'obliger à revivre cette journée jusqu'à ce qu'il s'endorme ou meure. Je l'ai le film, mais j'ai C'est plus con, le nom. mais ouais, t'as pas le nom. Ouais. Vous l'avez ou pas en face? Ah non, on l'a pas. Vous avez pas dit ça? On l'a pas et ça fait ex-aequo. Voilà, c'est très bien. C'était Edge of Tomorrow. Edge Un of très bon film Tomorrow. avec Tom Cruise. Mais c'est avec Tom Cruise, comment ça peut être un très bon film? Non, si, franchement. Ah, tu sais, c'est 1 sur 5, c'est 1 sur 5. C'est vrai. Non. Et bah, les gars, ça fait. Je l'aime pas qualité. beaucoup, mais il fait des bons trucs. C'est nul, hein, c'est dommage. Hein. C'est pas grave. Ah, c'est beau, c'est le beau jeu. Mais c'est bien, moi j'aime bien quand tout le monde est On peut pas avoir copain. un ça. demi-point parce que j'avais quand même. Non, C'est l'école des fans, Allez, on c'est bien. considère qu'on a gagné. On a fini à poil sur tout ça. T'as mis 2 minutes pour répondre Doctor Who déjà, donc toi. Ouais, franchement. Ouais, oh, ça va. Non, c'est vrai que l'hésitation sur Doctor Who, elle vaut presque un demi-point en moins parce qu'il y avait un jeu de mots, quoi. Le docteur qui n'a pas de nom. Le docteur qui? Une belle égalité pour ce premier quiz. Eh ben, c'est bien. Je pense qu'il va y avoir plein d'autres numéros de ce podcast, vu l'ambiance. Bien, messieurs, maintenant qu'on a quizé, est-ce que ça vous plairait de nous montrer vos petits sujets? Qui est-ce qui a préparé un petit sujet? À ma droite, Pépé. Non, c'est pas toi qui démarre? Non. Si, c'est toi. Il a pas de choix. C'est moi qui démarre. Ok, bah je démarre. Donc, moi, je vais vous parler littérature. Donc, c'est plutôt suite à une série, en fait, à la base, Dark. J'ai eu la grosse hype sur cette série. Donc, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. J'ai lu des nouvelles. Et dans les nouvelles, on a plein de choses intéressantes. Parce que du coup, c'est... Donc, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai lu. Donc, j'ai lu un livre qui s'appelle Histoire de voyage dans le temps, tout simplement. C'est ça. Qui a été... voilà, ils se sont pas pris la tête, hein, ça date un petit peu déjà, ça a été publié en 1975, et c'est un ouvrage qui réunit 19 nouvelles parues entre 1943 et 1962. Donc déjà, on peut voir que... C'est des longues nouvelles ou enfin... Les nouvelles sur le voyage dans le temps, ça fait déjà un moment qu'on en a. Au niveau de taille, parce qu'il y a nouvelles et nouvelles, des fois ça fait 40 pages et des fois ça fait 5 pages. Il y a de tout, de tout. Moi, je vous ai fait une toute petite sélection. Je vous ai choisi deux nouvelles, plus une petite troisième bonus. C'est cadeau. Le cadeau de la maison. Du coup, ça va de 15 pages, ça se lit assez vite, jusqu'à 100 pages. Ouais, c'est pour ça qu'il y a quand même des différences. Ça reste une nouvelle, ça, 100 pages. À Noël. Non, j'ai tout lu. Non, pardon, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu un paquet sur le mois écoulé. Très bien. Et du coup, je vais pas revenir sur la machine à explorer le temps, qui a déjà été abordée en début de ce podcast. Déjà parce que je l'ai pas lu. C'est honnête. C'est juste que je voulais en parler comme quoi, voilà, ça remontait, c'est 1895. C'est très honnête. Waouh, voyage dans le temps, c'est incroyable. Enfin, mais du coup, voilà, c'était un peu particulier. C'était une histoire dans le futur. Moi, ça me fait pas trop kiffer. Mais bon, du coup, vu que tu reviens pas dessus... Voilà, du coup, je vais pas revenir dessus encore une fois. Donc, je vous ai sélectionné 2 petites nouvelles. Je vais essayer de vous faire des résumés très rapides. Et pourquoi ces 2 nouvelles? Parce que vous allez voir après, elles sont un peu reliées. C'est deux aspects très différents. Arrête de te foutre de ma gueule. Oui, je bouge les mains quand je parle en fait. Pendant que toi, tu te caresses ton torse velu. Ça va. Totalement. Donc il faut que l'auditeur comprenne qu'on est dans un sauna. En fait, on enregistre dans un sauna. Du coup, on fait un strip poker en même temps. Vas-y. D'ailleurs, je vais peut-être enlever mon t-shirt à la fin de ma chronique. Et et en fait, on crève de chaud ici à Nantes. Voilà. Ok, on s'en bat les couilles. Irrévérencieux, on avait dit, on n'avait pas dit impoli. La petite météo présentée par Pedro. L'éphéméride. La contextualisation, connard. Allez, allons-y. Bref, allez, première nouvelle, ça s'appelle Moi et moi.
Donc ça c'est la traduction, sinon ça s'appelle ouais. Me, Myself and I. Donc c'est de William Tenn, c'est paru en 1947, donc c'est à lire dans le livre dont je vous parlais juste avant. Donc c'est une nouvelle très courte, elle fait 15 pages. Donc le thème c'est les paradoxes du voyage dans le temps. Donc paradoxe dans le sens où c'est des rencontres avec soi-même. On peut se rencontrer plusieurs fois avec des voyages dans le temps. Donc là, je vous la fais rapide. C'est Gooseneck McCarthy qui est un gros con, un voyou, un vagabond. Sa vie ne vaut rien aux yeux du professeur Ruddle, célibataire endurci, dévouant sa vie à ses recherches pour le voyage dans le temps. Il lui donne un chèque de $100 pour rentrer dans sa machine à voyage dans le temps. Dollars, non? Pardon. Dollars. Ah, à l'époque, c'était dollars. Arrête, il était enjoué. Vas-y, continue. Et du coup, il lui dit, tu rentres dans ma machine, tu bouges un caillou, tu prends des photos et tu reviens. Donc McCarthy, il se dit, ouais, ok, facile, il fait le job. McCarthy revient, il retrouve le professeur qui est chauve, qui s'appelle désormais Guggles, et qui est marié à une vieille mégère acariâtre. Ça, c'était la page 1. C'est la page 1 sur les 15. Voilà, ouais, donc le professeur McGuggle, non, c'est pas Mac, c'est juste Guggle. On s'en bat les couilles. McGuggle. McGuggle. Je suis pas sûr de couper ça tellement c'est drôle. Google, on va l'appeler Googles. Il dit, imaginez donc si vous n'aviez pas bougé cette pierre, je ne serais pas marié, Gallagher. Vous allez retourner dans la machine à remettre le rocher dans sa position primitive. Le professeur lui redonne $100, donc il reprend la machine. En arrivant, il voit un homme essayer de bouger le rocher. Et là, il commence à se disputer. Se disputer. À se dépucer. Pourquoi pas. Ça part très vite en couille. C'est dégueulasse. C'est une donc nouvelle. Du coup, les deux hommes, les deux mecs sont un peu bêtes, mais vous aurez compris que c'est lui-même, c'est lui-même quoi. Ouais. Mais lui, il est pas très futé. Voilà, moi non plus, alors parce que pour le coup, j'avais vraiment. Donc voilà, ils se prennent la tête, ils commencent à se foutre sur la gueule et ils sont du même niveau, tu vois, c'est un peu le même level. Ils se foutent sur la gueule, ils arrivent pas à s'en sortir. Donc le deuxième, il se dit, ok. Puisque c'est comme ça, je reprends ma machine à voyage dans le temps, je vais aller voir le professeur Googles. Hop, il retourne une fois de plus dans le présent, qui a été encore une fois modifié. Il retrouve un professeur avec des cheveux cette fois-ci, et qui n'est plus marié avec la vieille mégère. Lui, c'est comme ça qu'il a défini. Hein. D'accord. C'est sympa. D'ailleurs, il lui dit il lui annonce qu'il était censé être un kung fu de Rome en même temps, le mec se sert du Rome exactement en même temps. C'est synchro, c'est beau. Et du coup, le professeur, quand il apprend que si on modifie le temps, il va être marié, il se dit, mais marié à cette mégère. Ah non, pas ça. Écoutez-moi, McCartney ou McCarthy, peu importe. Il faut que vous retourniez là-bas. Je vais vous faire un petit mot. Donc il lui redonne encore $100 d'une autre banque qui n'a rien à voir. Et là, je cite, en arrivant, il se dit « Crénom de saperlipopette d'une baleine à 2 queues ». 2 hommes se battent. Du coup, il les interrompt, il y a une discussion qui commence. Bon bref, ils se prennent la tête, ils se décident de retourner tous ensemble dans la dernière machine qui est arrivée. Et là, en fait, il fait tout noir. Ça marche pas, ils n'arrivent pas à revenir. Donc il fait un peu chaud dans la machine, il se dit « Ok, on va réfléchir à l'air libre. On revient encore une fois dans le passé, à la même époque, là où il y a le caillou à bouger, etc. » Et là, la nouvelle se termine par « Et en arrivant, que croyez-vous qu'ils trouvèrent ?» Oui, c'est exactement cela qu'ils trouvèrent. Et c'est tout. Ah, vous avez pas. Ah, en même temps, vous avez pas tout lu. Non, bah non. Bon, la logique, c'est qu'ils retrouvent 3 autres McCarthy en train de se prendre la tête. Ok. Donc, ils sont 6. Voilà, du coup, on est complètement dans l'idée des paradoxes. D'ailleurs, cette nouvelle, elle est connue pour être un très bon exemple de paradoxe, en fait. Au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Okay. Donc, tu peux démultiplier les personnes. Attends, 15 pages, ils ont fait fort. Donc, celle-ci faisait 15 pages, la prochaine en faisait 95. Ah, ok. On en a pour 3 heures. Non mais en fait, vous allez voir, c'est intéressant de comparer les deux nouvelles. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux nouvelles. Donc la prochaine, c'est A Self-Made Man. Donc c'est de Robert A. Heinlein. Donc c'est un nom à retenir. C'est pas n'importe qui. Il a quand même un cratère sur Mars qui porte son nom. Parce que voilà, c'est un grand auteur de science-fiction. Il fait partie des Big Three avec Isaac Asimov et Arthur Clarke. Donc Heinlein, c'est notamment Starship Troopers, comme ça. Cool. Mais il a aussi fait des récits de voyage dans le temps, et là, pour lui, c'était un précurseur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est dans un autre livre, le livre d'or de la science-fiction, Robert Heinlein, publié en français en 1980. Donc là, on est sur le thème des boucles temporelles imbriquées. Donc tout simplement, c'est Bob Wilson qui bosse sur sa thèse sur le voyage dans le temps. Il est très fatigué. Je cite, il a fumé 52 cigarettes, le contenu de 4 cafetières et 13 heures de labeur ininterrompu, quand tout à coup, Joe, une barbe de 3 jours, œil au beurre noir, lèvres enflées, la gueule en vrac, débarque par un cercle magique et demande à Bob d'aller dans le portail.
Donc bon, Bob, il est un peu bourré. Oui, non, il est fatigué, mais du coup, ils débattent, ils picolent, et Bob, qui est fatigué, picole. Il fait n'importe quoi, il jette son chapeau dans le portail pour voir ce que ça fait. Voilà. Et quand ils débattent, quand tout à coup, un autre mec débarque, qui ressemble quand même vachement au mec qui s'est présenté comme étant Joe, mais il est pas trop sûr vu qu'il a picolé, Bob. Et il dit à Bob de ne pas aller dans le portail. Donc là, il y a Bob qui se dit, je cite aussi, un sale truc, le gin. J'aurais dû me mettre au rhum depuis longtemps. Un alcool valable, le rhum. On pouvait le boire ou encore s'en servir pour prendre un bain. On est entièrement d'accord. Ça te fait plaisir. Allez, C'est pour ça que je voulais citer. Ah, bien joué. Il y a du gin au frais aussi. Donc là, ils débattent. Il y a un coup de téléphone d'un mec qui dit « Je désirais seulement m'assurer que tu te trouvais chez toi. Je savais que tu y serais. Tu es en plein dedans, mon gars. En plein dedans. » Bref, du coup, deuxième coup de téléphone, c'est Geneviève, sa meuf, il s'intéresse pas trop à elle, voilà, qui lui dit qu'elle a récupéré son chapeau chez elle, il l'a oublié, et puis bah du coup, elle est très contente suite à la demande en mariage. Bob, il comprend rien du tout. Bref, il se prend la tête avec les deux autres, il se bagarre. Bob passe par le portail, par inadvertance, il tombe dedans. Bref. Bob rencontre Dictor. Dictor qui lui dit qu'ils sont 30 000 ans plus tard dans le futur. Il refait picoler Bob. Bob adore la picole. Je crois que Bob, il est de notre région. Ouais. Et Bob tombe dans les pommes. Bref, à son réveil, il se passe 2-3 jours, je crois. Il se réveille et Dictor lui propose à manger parce que Bob aime bien manger aussi. Dictor, il commence à expliquer un petit peu dans quel monde ils sont, c'est gouverné par des extraterrestres, etc. Mais Bob, il écoute rien du tout parce que il y a des serveuses qui sont trop bonnes autour de, qui parlent pas. Ils sont très jolies, tu veux dire? Alors je pense pas que ce soit trop bonne dans le livre exactement. voilà, charmante donc tu voulais dire. Non, c'est assez vulgaire, je sais plus exactement. Bref, Dictor dit à Bob de retourner dans le portail et de convaincre le premier homme qui verra de l'autre côté de traverser le portail. Donc Bob accepte. Et grosse surprise en découvrant que de l'autre côté du portail, il tombe sur un homme qui est lui-même. Donc en fait, on commence à réaliser que ça s'est déjà produit parce que Bob, il était chez lui tranquillement à faire sa thèse et il y a un mec qui a débarqué. Et là, Bob débarque et il se retrouve face à lui-même en fait. Donc Bob, il reste tétanisé, le cerveau en ébullition, il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est tétanisé, il comprend pas ce qui se passe, il rend compte qu'il est face à lui-même. Face à lui-même qui est complètement fatigué, énervé, qui gueule comme un putois, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, bref. Et du coup, il fait alors l'expérience de l'inéluctabilité de tout acte ou parole accompli par le passé. Donc ça, c'est une notion du coup qu'on retrouvera souvent dans les écrits d'Anne Lane. Comme quoi, en fait, tu peux pas altérer le passé, en fait. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. l'heure. On reste sur une ligne. Toi, tu parlais justement, t'aimais bien le multivers. Ah non, mais moi, c'était l'idée de la ligne là, aussi. En fait, on est vraiment sur une ligne. Donc là, en fait, il a pas le temps de s'exprimer auprès de Bob correctement. Il y a un deuxième mec qui débarque. Déjà, le mec il est tellement tétanisé qu'il s'est présenté comme étant Joe, ce que je vous disais juste avant. Il y a un deuxième Joe qui arrive et qui est assez vénère contre Dictor et qui lui dit, il y en a un qui lui dit prends le portail, l'autre prend pas le portail. Donc là, on repart sur les coups de téléphone, la bagarre, etc. Des explications donc entre les différents bombes. Je vais pas résumer jusqu'au bout. Vous avez compris un petit peu. D'ailleurs, c'est que la moitié de la nouvelle que je voulais vous. D'accord. Mais en gros, on arrive à un schéma où en fait, dès le début, Bob qui est tranquillement en train de taper sa nouvelle, il rencontre un premier Bob qui débarque, puis un deuxième Bob. En fait, c'est les trois mêmes personnes. Et il aura beau revivre la scène, il n'arrivera pas à avoir d'impact sur ce qui s'est passé. Parce qu'il va pas se souvenir de ce qu'il a pu dire, donc il va le dire exactement pareil. Il y a même un moment où il se dit, je peux faire les choses différemment. Et là, il se dit, et si je me mettais à chanter, il était une bergère. Et en fait, le déroulement des choses fait qu'il a pas le temps de se mettre à chanter. Ça se déroule exactement comme tout était prévu. D'une façon ou d'une autre, c'est prévu. Ça fait un peu. Voilà, ça n'arrive jamais à avoir d'influence sur cette nouvelle, ouais, tu peux pas avoir d'impact parce que tout est fait que voilà, tu pouvais pas le faire parce que tu t'es pris un coup de poing dans la figure parce que toi il y a une bagarre ou parce que voilà, t'étais trop paralysé en fait. De l'extérieur, tu dis bah pourquoi il a pas dit ça, mais en fait dans l'instant bah tu réagis pas suffisamment, tu touches pas encore les tétons. On va revenir dans le temps, j'ai pas envie de voir ça. Mais ça devait se passer et comme bref, ça. En fait, cette nouvelle, elle est relativement longue. Il y a plein de phrases intéressantes, de sujets intéressants à traiter. On se pose les questions de y a-t-il un libre arbitre, y a-t-il une prédestination, etc. Et en fait, tout ça, je voulais en parler parce que ça m'a fait penser énormément à la série Dark. Dark qui est totalement construite sur ce modèle, en tout cas sur les deux premières saisons. La troisième saison un petit peu différente, mais il y a quand même un petit peu ça. Et si j'ai juste encore un petit peu de temps. T'as le temps. Est-ce que tu peux nous donner les liens concrets du coup entre ces deux nouvelles et Dark en fait, où est-ce que tu t'y retrouves là-dedans? En fait, alors entre les deux nouvelles,
ce que je voulais parler, c'est vraiment la façon d'aborder la rencontre avec soi-même dans les voyages dans le temps. Le paradoxe temporel, en fait. Voilà, le paradoxe. Bah, en fait, c'est c'est des paradoxes. Ça reste des paradoxes dans les deux cas. La première nouvelle, c'est vraiment le paradoxe classique où ça commence à ne plus avoir aucun sens. Ouais. La deuxième, en fait, c'est pas vraiment le même genre de paradoxe. Mais c'est sur la fatalité, en fait, finalement. c'est sur la fatalité. C'est exactement ça. Finalement, tu peux dire qu'il n'y a pas de paradoxe parce que tout est cohérent. Quoi qu'il arrive. Et du coup, il y a une autre nouvelle qu'il a écrite qui était beaucoup plus courte, Heinlein, qui s'appelle Vous les zombies. Elle est considérée comme la nouvelle ultime de Voyage dans le temps. Donc là, je vais pas vous la résumer, mais en gros, c'est le personnage principal qui est sa propre mère, son propre père, ainsi que son propre amant, puis son propre enfant. C'est une nouvelle du Nord. Oh merde. Et non, et celle-ci, faut la lire, elle fait que 15 pages, elle est très rapide à lire. Et par contre, celle-ci, elle te tord le cerveau. Elle te tord le cerveau. Voilà, j'ai essayé de faire court. Désolé. T'as pas réussi, mais c'est pas grave. T'as essayé, c'est ça le principal. Non, je trouvais ça intéressant de comparer les deux nouvelles. C'est intéressant. Ok, bah merci beaucoup Pépé. Non, c'était vraiment très intéressant. Et vous, monsieur Angelo? Allez, c'est parti, ça va envoyer du pâté. Laissez-moi vous dire que ça va se faire en 3 parties sans bien fine, les gars. Ça va aller droit dans le cul. Numéro 1, la production. Numéro 2, l'histoire. Et numéro 3, pourquoi j'en parle? Ça va aller très vite. Aussi. Et quel connard de professeur, putain. Droit au but, les gars, droit au but. Grand temps, petit tas. C'est à cause de mecs comme lui que j'aimais pas l'école. Et t'en as pas fini. Alors, numéro 1, la production. Alors, déjà, de quoi je vous parle? Je vais vous parler de Chrono Trigger, donc il s'agit d'un jeu vidéo, d'accord? Pépé vous a pas le littérature. Détends-toi un tout petit peu. Ici, c'est le choix du cœur. T'as fini d'engueuler tout le monde là? Détends-toi, vraiment, détends-toi. Les gens sont là pour passer un bon moment, Angelo. Je vais voir ton carnet. Pense au mec qui écoute ça en allant au travail le matin. Quand j'entends le mec, il fait, bon, alors déjà, je vais parler de Chrono Trigger. Et qui se souvient de tous ces rendez-vous chez le CPE. Bon, j'espère qu'il a tous ses points sur son permis. Du coup, donc, je vais vous parler de Chrono Trigger. Donc, il s'agit d'un jeu vidéo. Il s'agit d'un RPG, donc d'un jeu de rôle, sorti sur Super Nintendo en 95. Seulement au Japon et en Amérique du Nord. À l'époque. Et pour nous, Européens, en fait, sorti sur Nintendo DS en 2008-2009. Et puis ensuite sur toutes les plateformes, donc vous avez ça sur iOS, Android, Windows, Haribo, tout ce que vous voulez. Donc c'est développé, alors c'est un jeu qui est très particulier en termes de production, parce qu'en fait c'est un jeu qui est développé par Square, mais qui était développé par une équipe très spéciale qu'on appelait la Dream Team à l'époque, composée de 3 personnes qui n'étaient pas forcément issues de chez Square. Donc vous aviez original, comme... Hironobu Sakaguchi, donc qui est le créateur de Final Fantasy, voilà, de toute la série. Oui, ok, j'ai rien dit, pardon. Vous avez Yuji Horii, qui est le créateur de Dragon Quest, donc là pour le coup on est dans l'univers de Enix, donc le grand concurrent de Square à l'époque. Alors pour les auditeurs les plus jeunes, maintenant oui on appelait ça Square Enix, mais avant vous aviez Square et vous aviez Enix de la même manière que vous aviez Nintendo et vous aviez Sega, et c'était les 2 éditeurs japonais qui étaient les grands rivaux sur le RPG japonais dans toutes les années 90. Et pour finir, vous avez Akira Toriyama. Est-ce que je dois vous le présenter, les gars? Ça vous parle ou pas là? Akira Toriyama, Pedro, ça te parle? C'est qui Akira Toriyama? Si, ça me parle tout. Alors c'est qui du coup? Mais c'est lui. Mais c'est lui. Prof. C'est lui. Il a fait quoi à l'école? Bah, ouais, il en a fait des trucs. Hein. C'est juste un des mecs les plus riches du Japon. Bah c'est ça. Ouais, exactement. Mais j'allais le dire. Et il habite pas loin de Tokyo d'ailleurs. Même un gros. C'est une grosse maison. C'est possible. Ouais. J'en ai aucune idée en fait. J'ai déjà oublié son nom. Le dessinateur de Toriyama. Dragon Ball. Mais oui, mais voilà, mais rappelle les gens par leur nom aussi. Voilà. Akira Toriyama. Droit au but. Incroyable. 3 personnes. Alors là, il y a Mollusque qui est en train de nous montrer la photo du monsieur qui a l'air très très content. Hein. C'est la combienième photo quand tu tapes son nom sur Google que les gens voient? C'est la première. La première. Ouais, vous verrez, il est très très content. Il sourit ultra bright. Bah, il a de quoi en même temps. Donc oui, c'est un des hommes les plus riches du Japon. Akira Toriyama, donc, et donc ça, ces 3 types-là, en fait, donc ça s'appelait la Dream Team. En plus de ça, j'ajoute moi perso en compositeur, donc vous avez le mec à la composition, vous aviez Yasunori Mitsuda qui fait à l'après Xenogears et d'autres énormes RPG sur PlayStation qui ont suivi. Xenogears, là c'est 98. Et en fait, ce type est tombé malade. Donc le mec qui l'a remplacé, c'était Nobuo Uematsu, qui est juste, juste le mec qui a composé tous les Final Fantasy, notamment le 6 et le 7 qui font partie des meilleures bandes son de jeux vidéo. Voilà. Ça fait là. C'est ça. Donc voilà pour la prod. D'accord, ça vous place le jeu. Alors, il est reparti à nous engueuler. Une fois que le jeu est sorti. Calme-toi. Tu te sens pas blessé, mec. Une fois que le jeu est sorti, même aujourd'hui en 2020, en fait, c'est considéré comme juste l'un des meilleurs jeux Super NES. Déjà comme un des meilleurs RPG, sinon comme un des meilleurs jeux de tous les temps, parce que ça fait partie des plus gros succès critiques de l'histoire du jeu vidéo, en fait. Un des jeux vidéo qui est le plus haut classé dans l'histoire. Voilà pourquoi. Et c'est aussi un dernier mot sur la production. C'est aussi quelque chose qui a apporté son lot de révolution, parce que c'était pour moi c'est
le premier. Enfin, j'ai pas de contre-exemple, mais pour moi, c'est le premier jeu qui a apporté des fins multiples, en fait, qui a apporté 13 fins différentes. C'était le premier jeu qui avait des vraies quêtes secondaires qui étaient en lien avec l'histoire principale, qui approfondissaient le caractère et l'histoire des personnages. Et puis, alors c'est pas une révolution en soi, mais ça fait partie des plus beaux jeux 2D. Tout court en fait, ça fait partie des plus beaux graphismes 2D des années 90. Maintenant, on va appeler ça du pixel art. Enfin, maintenant c'est passé dans un autre langage, on appelle ça du pixel art. Mais c'était juste magnifique à l'époque. C'était juste renversant comme truc. Oui. Ouais, non, N64, c'est ça? Super NES. Super NES, pardon. Super NES. Et oui, je reviens, je rappelle 95. Ouais. D'accord, 95. Et ma première console. Un dernier truc qui est révolutionnaire, c'est que le boss du jeu, il était accessible très tôt dans le jeu en fait. Lavos était accessible très tôt dans le jeu, sauf que si t'allais très tôt dans le jeu le rencontrer, bah tu te faisais poutrer ta mère. Donc, ils l'ont fait à la Zelda Breath of the Wild, déjà à l'époque. Ou plutôt l'inverse, je pense. Oui, du coup, oui, mais non, mais c'est culotté pour l'époque de faire très tôt, tu pouvais le rencontrer, mais tu te faisais boulonner ta mère à grands coups de gravier dans le cul. Donc du coup, maintenant l'histoire. L'histoire c'est très rapide. Je vais la faire dans les grandes lignes. Vous êtes qui? Vous êtes Chrono. Il insère des trucs dans les gens. C'est possible sec. Non, arrête. Vous êtes Chrono, donc vous êtes un héros silencieux, comme tous les héros japonais des RPG japonaises des 90. Votre objectif, c'est de battre Lavos. Alors, Lavos, c'est... En vérité, les gars, c'est compliqué de vous expliquer. Lavos, on va dire que c'est une sorte de dévoreur et / de destructeur des mondes. C'est une énorme Alors, c'est pas comme le surfeur d'argent, en fait. C'est pas juste un mec qui se balade de galaxie en galaxie, qui bouffe des trucs pour le plaisir parce qu'il est gourmand. Il a un vrai objectif. C'est pas un méchant sans objectif, il veut juste être méchant. C'est un parasite, en fait, qui chope toute l'énergie du monde et dans le but de se reproduire. Et il se reproduit, et après, les gamins, ils font la même chose. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, vous êtes Chrono, vous devez battre Lavos, et le comment, en lui bottant le cul, tout simplement. Oui, voilà, on va partir comme ça. Hein. Soyons techniques. Voilà. Et pour lui botter le cul, en fait, vous êtes obligé de traverser différentes époques, 7 pour être précis. Et grosso modo, chaque premier voyage temporel dans chacune de ces époques est plus ou moins accidentel. D'accord ? C'est... En termes scénaristiques, une astuce qui est obligée de vous accrocher, vous, joueur, dans chacune de ces époques. Donc vous avez la préhistoire, vous avez l'Antiquité, le Moyen-Âge, le présent, le cataclysme, le futur et la fin des temps. Alors, juste pour les auditeurs, on est d'accord qu'on n'est pas sur la planète Terre, on n'est pas à notre époque. D'accord. Par exemple, l'époque du héros, le présent, donc c'est l'an 1000 pour lui. Le Moyen-Âge, ce sera environ l'an 600, l'Antiquité, moins 12 000, la préhistoire, moins 505 millions d'années, le cataclysme, c'est les premiers contacts avec Lavos, en 99, le futur en 2300, et la dernière époque, c'est la fin des temps. Donc vous avez juste le symbole infini, où vous rencontrez le boss à la fin. Donc chaque action dans le passé a des conséquences sur les époques ultérieures. Donc ça, c'est énorme. Je vous rappelle qu'on est en 95. Donc ça, c'est énorme parce que du coup, chaque chose que vous faites, en fait, a des conséquences sur les époques qui suivent. Et juste pour vous expliquer un dernier truc sur l'histoire, en fait, la base de l'histoire, en fait, c'est que vous avez un des personnages, en fait, il crée pas une machine voyage dans le temps pour ce personnage, il veut juste créer une machine à se téléporter, et en fait, un des personnages, accidentellement, voyage dans le temps. Donc c'est à partir de là que commence plus ou moins l'histoire, et ensuite la rencontre avec Lavos. D'accord. Voilà. Alors, juste, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas relancer une partie, tu n'auras pas du tout la même partie, tu auras des impacts différents sur ta partie. Tu dis que tes actions impactent vraiment la suite sur les autres époques de l'histoire. Pas l'histoire en elle-même, parce que l'histoire, comme je te le rappelle, en fait, elle a 13 fins différentes. Mais chaque action que tu fais dans une époque a une conséquence sur les époques qui suivent. Donc c'est ça, tu recommences le jeu, tu le fais une chose différente tu peux avoir la première époque. C'est ça. Et ça se manifeste comment? C'est par les dialogues? C'est par des actions. J'ai pas ce qui va te demander de faire va être différent, quoi. Comme action non faite, comme la manière dont tu as fait telle action, tes choix en fait ont des conséquences qui sont différentes et qui vont par effet de causalité. Mais du coup, ça lui donne une rejouabilité qui est ouf, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. 13 fins différentes, ouais. Et donc, pourquoi je vous en parle? Vous voyez que je suis déjà au dernier point, bande de fumier. Pourquoi je vous en parle? Parce que, déjà, j'en viens comme la dernière fois, parce que c'est putain de beau, ça a tellement bien vieilli. On parle de 1995. Vous savez que la dernière version sortie, elle est sur Windows en 2018. Alors, elle est très contestable, parce qu'en fait, c'était à la base la version iOS, donc c'était sur les plateformes portables, et en fait, les mecs ont juste rien retouché, en fait, ils ont juste émulé la version OS, donc c'est codé avec les pieds, c'est horrible. Vachement bien joué, ça. Vous connectez une manette, votre belle-mère elle meurt derrière. Est-ce que tu pourrais me donner 2 manettes?
mais hormis ça, enfin, vous voyez en 2020, enfin, je pourrais vous montrer des screenshots, enfin, vous dire putain mais c'est beau, enfin, franchement c'était juste un des plus beaux jeux 2D. Le gameplay, il a pas pris une ride. Ça fait partie de ces premiers jeux de chez Square qui a introduit le Active Time System, qui était un faux tour par tour en fait. Vous aviez un timing par personnage. En fait, le personnage interagissait et pouvait donner ses actions, donc c'était pas au deuxième. Ouais, c'est voilà, ça. c'est pas la Pokémon. Voilà. Ah oui, donc en fait c'est stratégique, c'est toi qui choisis. On est dans un jeu de rôle. À quel moment? On est dans un jeu de rôle. Ouais, c'est ça. Moi, quand tu dis jeu de rôle, j'imagine que c'est en un seul mot, drôle. Tu vois rien si tu prononces mal. Articule, bordel. Un autre petit truc pour le coup qui est différent même de Final Fantasy VI qui le suit. Donc il y a pas de tour par tour classique et c'est pas sur un écran séparé. Vous savez que dans les Final Fantasy, alors là je fais vraiment appel à Pépé. Non, pas Pépé. Final Fantasy c'est pas ma cam. Oui. Le passage de combat. Vous prenez Final Fantasy VI, mais vous prenez Pokémon. Vous prenez Pokémon. Un combat s'enclenche sur un truc aléatoire, donc vous avez rencontré un Pokémon, l'écran change et hop, vous avez un écran séparé sur lequel le combat s'amorce. Chrono Trigger, c'est pas ça. Les ennemis, vous les voyez et le combat il s'amorce direct. Il n'y a pas d'écran de séparation en fait. Donc vous avez une fluidité dans le gameplay, c'est un truc de. Pour moi, je trouve ça ouf parce qu'on en 95. Ils ont fait ça à l'époque et ils ont mis 1000 ans pour des Final Fantasy à le faire. Voilà, c'est ça. Enfin, t'as tout compris. Enfin, vous baladez dans une forêt, vous contre l'ennemi, bim, le combat s'enclenche direct. Vous n'avez pas de transition. Le combat s'amorce direct. Voilà, donc il n'y a pas de rencontre aléatoire avec les ennemis, avec des ennemis invisibles d'ailleurs. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Akira Toriyama, alors, c'est un peu comme Star Wars et Star Trek. Ouais, c'est un des mecs qui est vachement riche au Japon là. Je connais. Je connais bien. Au Japon, alors maintenant ça allait beaucoup moins. En 2020, c'est quelque chose d'un peu archaïque, mais vraiment des années 90, vous aviez de la même manière que vous aviez la guéguerre Nintendo Sega, vous aviez la guéguerre Square et Enix. Est-ce que toi t'es de l'école Final Fantasy ou est-ce que t'es de l'école Dragon Quest? Moi j'étais Dragon Quest parce que j'étais un putain de fan de Dragon Ball et chaque Dragon Quest me parlait moi personnellement. Enfin, j'avais vraiment. Parce que je m'identifiais au tu personnage. ressembles plus au personnage de Final Fantasy, les cheveux un peu blonds en arrière, les épées un peu sur un truc violettes, raciste, c'est con. Parce que moi j'étais beaucoup plus fan de Final Fantasy parce que j'avais du goût. Du coup. Oui, alors du coup, c'est comme si. Moi je lisais à l'époque, j'avais pas le droit d'avoir de console, donc ça réglait le problème. Merde. Voilà. Et pourtant, ça t'a pas rendu moins con. Hein. Et moi, je travaillais déjà. Comme quoi, alors, je suis l'exemple vivant que ne pas mettre de console dans les mains d'un gamin avant un certain âge ne sert à rien. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez à vos gamins, ils finiront aussi cons que moi. Oh merde. Et en fait, ça rend le truc particulier, si vous voulez, parce que du coup, voir Akira Toriyama chez Square, c'est comme si vous voyez Shigeru Miyamoto, donc le mec de Mario, de Zelda, qui faisait un truc chez Sega à l'époque. Enfin, c'était un truc ahurissant. Et voilà. Enfin, le dernier truc qui pour moi qui résonne, c'est comment dire on est au sommet du JRPG des années 90. Enfin, vous êtes dans un jeu qui est beau, qui est long, qui est complexe, il y a des personnages attachants, une histoire qui est subtile. Enfin, voilà, tout simplement, allez-y. Eh bien, merci beaucoup. Bah, allez-y. Alors, du coup, attends, j'ai allez-y, une petite question. Allez, vas-y. Depuis le temps, du coup, il y en a pas un autre qui t'a marqué autant que celui-là? En RPG? Ouais. Si, 1000. Ouais. Mais c'était le premier qui t'a. Par rapport au voyage dans le marqué, temps, par rapport enfin, il a vraiment quelque chose. Il a une ambiance particulière ce jeu. Enfin, ouais. C'est compliqué. Enfin, c'est comme si Nintendo et Sega faisaient un jeu ensemble et que c'était pas Mario aux Jeux Olympiques. C'était un truc qui était vraiment bien. Enfin, c'était. Ouais, voilà. Moi, ma question, c'est tu nous dis allez-y, mais allez-y. Sur quelle plateforme? Alors oui, du coup, sur quelle plateforme? Enfin, est-ce que tu nous conseilles de choper une vieille NES et 95 ou on peut jouer sur la version 2018? Très bonne question, petit Pedro. Vous avez un bon point. Moi, je vous recommanderais pas la version Super NES parce que entre temps, il y a eu la version PlayStation qui a introduit les scènes cinématiques et en fait, pour moi, la version ultime, c'est la version DS. Parce que c'est celle qui donne une fin supplémentaire, donc on passe de 12 à 13 fins dans le jeu. Et en fait, le gameplay le jeu a été totalement refait pour la DS. Après la DS, en fait, les versions iOS, Android et la version Windows sont des versions émulées de la version DS, avec une interface qui a été mutilée pour iOS et Android. Et la version Windows, c'est la dernière, donc c'est la pire, parce que en fait, elle est surémulée en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve. Ils ont jamais voulu faire de remake. C'est pour ça qu'on se retrouve. Il y a eu Chrono Cross après, qui a été sur PlayStation après, en si tu veux prendre du pognon. Mais ça, en fait, ils ont jamais réussi à réunir la même équipe, parce qu'on était sur des équipes rivales à la base. Voilà. Bien, merci beaucoup Angelo, c'est très gentil de nous avoir parlé de ça. Et toi Charlie, de quoi veux-tu nous parler? C'est à moi. Oui, c'est à toi. Yes. Putain, il y a plus de rhum. Oh, t'inquiète pas, il reste des bouteilles derrière. T'inquiète pas, il y a ce qu'il faut encore. Et ben, je vais vous parler d'une série créée en 1989. 5 saisons. Nostalgie. 96 épisodes.
créé par Donald P. Belisario. Je viens de me dire que j'ai même pas vérifié ce que voulait dire le P. On va dire que c'est Philippe. Ouais, c'est Philippe. C'est Donald Philippe. C'est où tu te caches, enculé. C'est que je te bute. Avec 2 acteurs principaux, donc Scott Bakula, qui joue Sam dans cette série. Après, il a joué dans Enterprise et dans NCIS New Orleans, qui a aussi joué dans Battlestar Galactica, mais il a pas fait trop de choses, mais vraiment des passages. Pas... Et lui, c'est quel personnage il joue Hal. Alors du coup, moi, je sais plus qui est Sam, qui est Hal. Hal, c'est l'hologramme, et Sam, et du coup, c'est Code Quantum. Une bonne vieille série. Qu'est-ce que c'était bien comme série. Alors du coup, quand même, j'ai réussi... Bon, c'est une galère pour trouver les épisodes, hein, j'avoue que je suis passé par des sites pas cool. Par contre, il y a des épisodes sur Dailymotion d'ailleurs, en vrai. D'ailleurs, j'en parlais, mais... Je pensais que ça se trouvait facilement. Non, c'est super compliqué. Ok. Et du coup, j'ai regardé donc le pilote qui est en 2 épisodes de 90 minutes, un épisode spécifique de saison 2, épisode 22, parce qu'ils en parlent à la fin, et les 2 derniers épisodes, pour savoir comment ça finit quand même. Très bien. Et puis tous tes souvenirs d'enfance. Et voilà. Et après, j'en ai regardé 2-3 en écrivant ce petit papier. Je vais tout de suite, je vais tout de suite me coller une honte suprême. Ça fait partie de ma to-do list. C'est toujours pas fait. Et franchement, c'est... Ouais, moi, j'en ai revu et ça m'a donné envie de regarder les 5 saisons. Je t'avouerai à ce point-là, parce que moi, je sais que j'en ai des super souvenirs, mais de là à me les remater aujourd'hui, si franchement, il y a tellement d'autres séries. Ouais, vraiment. C'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Même encore à notre époque. Et bah, j'en parle vite fait, mais au niveau effets spéciaux, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, donc ça passe si mal vieilli. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Les effets T'as juste un effet au début et à la fin. Bah, quand il y a Hal, en fait, les vrais effets spéciaux, c'est Hal, donc l'hologramme qui va passer à travers des objets. Et quand il sort de sa porte pour venir parler dans le monde. Et du coup, je vais expliquer quand même l'histoire. Oui, quand même, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour expliquer l'histoire, je vais tout simplement prendre le speech qu'ils font au début des séries des années 90 pour expliquer l'histoire à chaque fois. C'est vrai, il y avait toujours ça. Il faisait toujours ça. Oh, on aurait presque dû prendre la bande-son, dis donc. Ah ouais, mais non, mais je vais la faire, t'inquiète. Allez, vas-y. Petite musique derrière, si tu veux, on t'ambiance. Ah ouais. Alors, tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Hal, mon ange gardien. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre, en essayant de réparer les erreurs du passé. J'espère chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. Le beau speech. Et en fait, pour vous faire un petit résumé plus simple, c'est qu'il va à la place de quelqu'un dans une époque qui est toujours dans le 20e siècle, à part 2-3 épisodes. Et il prend sa place, et l'objectif, c'est que Hal le prévient qu'il va avoir un malheur ou qu'il faut changer quelque chose dans sa vie. Et Sam, pour refaire une transmutation, qu'ils appellent ça même, un saut dans le temps, il faut qu'il arrive à atteindre l'objectif. Le pilote de la série, où il devient pilote en arrivant, c'est un peu chiant. Je l'ai calculé en 10 ans, je fais, c'est chiant à dire. L'épisode test, tu veux dire. Donc l'épisode test. Oui, il prend la place d'un pilote. Justement, là, on a toutes les explications, et l'objectif, c'est que il dépasse le Mach 3, parce que ils testent des avions de ligne dans les années 50, de dépasser le Mach 3 sans qu'il crève, en fait, tout simplement. C'est pas mal déjà. Ouais, il faut un test de savoir s'il va mourir ou pas. Non, en fait, c'est éthique comme truc. Hal qui est dans le présent, on va dire. Lui, il est au courant, il a Ziggy, l'ordinateur, qui lui donne toutes les informations, et qui lui prévient que celui qui a écrit... Ça, c'est bien des noms des années 80, quand même. Ouais. Wow. Celui qui juste un point sur Ziggy, je me souviens plus exactement c'était quoi. C'était pas juste une espèce de tablette. Lui, il a une tablette pour dire qu'il peut... Avec des vieux boutons. Mais Ziggy, c'est un ordinateur, de toute façon, c'est pas... Donc les mecs ont inventé l'iPad, en fait. Ouais. Tremble, Steve Jobs. Et du coup, en gros... il est mort. Tremble plus, Steve Jobs. Ziggy donne toutes les informations pour dire, le gars qui t'a pris sa place, il va lui arriver ça, et il faut éviter ça pour que tu puisses changer de vie et passer dans une autre. Donc au premier épisode, on apprend ça, qu'il va devoir passer d'une vie à une autre et de rendre les choses bien d'une vie de quelqu'un. Il faut savoir aussi qu'il prend la place de la personne, c'est-à-dire que l'autre est envoyé dans le présent pendant ce temps-là. Mais alors, lui, il prend possession du corps de l'autre ou il est... Il prend la place de l'autre, et l'autre, il est renvoyé dans le présent. Pépé se met à poil. Juste pour dire que le street poker pour un tournant, on finit. Et il faut savoir qu'il fait vraiment très chaud. Je lui rajoute ça m'arrache les poils. Je pensais pas en choper autant. Plus que 2 qui sont habillés là. Ok. Donc chose importante du coup dans la série, c'est que les personnes de ton époque te voient comme si t'étais encore la vraie personne, alors qu'en fait, toi t'es en train de vivre la personne. Ah oui, je me souviens que ça avait souvent des scènes où il se regardait dans le miroir. À chaque début, en fait, à chaque fin d'épisode, il fait une transmutation. Et à chaque début, tu vois en fait où il atterrit. Tu vois où il atterrit et il arrive toujours une merde. Il fait toujours le oh boy, enfin oh bravo, toujours avec cette phrase là. Et l'épisode d'après, tu commences avec la même scène et tu comme ça t'es là.
En gros, ils ont inventé le teaser. Clairement. Clairement, c'est vraiment Oh, ça. je suis pas sûr qu'ils aient inventé le teaser en 89. Hein. Mais dans l'idée. Le cliffhanger. Ouais, mais dans une série utilisée comme ça à Bah, chaque du coup, épisode. non. Ah non. Je crois que c'est dans le cliffhanger. qu'ils ont inventé C'est un le cliffhanger, c'est cliffhanger. Hein. Il le faisait aussi dans Derrick, je crois. Ah merde. Non, C'est incroyable. Je pense qu'on va faire un épisode sur Derrick parce qu'on veut toujours sur Derrick. Ah mais c'est sûr. Puis moi je suis un grand fan de Horstapper. Enfin la période pré-guerre hein, par Bon, contre. c'est mort. C'est mort, moi je le ferai pas. Puis avec Dark, je suis dans les séries allemandes, je vais peut-être continuer sur Derek. Du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est tous les thèmes qui peuvent être touchés, ils sont vraiment dans le social. Enfin, il y a la ségrégation, les droits civiques, la guerre du Vietnam, la place des femmes dans la société américaine, la peine de mort, enfin plein de choses assez dures, mais ils en parlent beaucoup. Aussi, il croise où il incarne beaucoup de personnages, genre Michael Jackson, Marilyn Monroe, Stephen King, Tiens, Elvis Presley. Il devient Elvis Presley, moi. Est-ce que tu sais, alors à chaque fois, bon, j'imagine que très souvent ça a été des sosies qui ont été utilisés. Mais est-ce que tu sais s'il y a des gens qui ont joué leur propre personnage? Il n'y en a pas. Il y en a pas? Ouais. Ah, ils sont pas cool. En général, en fait, de toute façon, ils sont tellement dans le passé que la personne est déjà trouvée, en fait. D'accord. Genre, quand il devient Elvis Presley, c'est Elvis Presley à 18-20 ans quand il est pas encore connu. C'est pratique, remarque. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, justement, c'est comment ils font pour voyager dans le temps. Il y a une explication à ça, ils utilisent la théorie de la ficelle, ils appellent ça. C'est que votre temps à vous, c'est une ficelle, donc un bout c'est votre naissance, l'autre bout c'est votre mort. D'accord. Et quand il est rentré dans la machine pour passer dans le temps, c'est comme si la ficelle était arrivée en boule, et que du coup il passait d'un moment à un autre, complètement aléatoirement, des moments de sa vie en fait. Il passe d'un nœud à l'autre? Ouais, d'un nœud à un autre en fait. Okay, et c'est pour ça qu'après... Mais sans choisir? Sans choisir. Ah, c'est chiant. Et en fait, justement, c'est pour ça que, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on reste toujours dans le 20e siècle. À part ce que je disais, 2-3 épisodes où ils expliquent que c'est relié à l'ADN d'un de ses ancêtres. En vrai, c'est 2-3 épisodes, donc c'est pas tant que ça. Et c'est pour ça que c'est toujours dans le 20e siècle, donc en plus, on voit bien les images, on reconnaît les voitures, on reconnaît les objets qui sont utilisés. Enfin, ça... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de références. Même dès le premier truc, t'as le mec qui fait... Ah, on dirait un Trivial Pursuit, tu fais ah ouais, c'est pas con comme idée ça, parce qu'à cette époque-là ça n'existait pas. Tu sais, t'as plein de petits trucs, des petits trucs assez drôles et comme alors, ça. Du coup, il est jamais projeté dans le futur, Jamais dans le avant futur. sa mort, mais dans le futur quand même. Non, jamais. Normalement, il devrait, c'est dommage. Il devrait toujours se déplacer entre le jour de sa naissance et le jour de sa mort. Oui, donc ça peut dire aussi, ça peut vouloir dire le futur éventuellement. Bah dans ce cas-là, il dépasse jamais. Ok, c'est dommage. Ça aurait pu être un truc intéressant. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc Hal l'hologramme, un petit truc drôle. Il y a que Sam normalement qui peut le voir, mais il y a quand même certaines choses ou personnes qui peuvent le voir. J'ai la petite liste. Donc il y a les animaux, qui peuvent le ressentir plutôt, on va dire. Les enfants de moins de 5 ans. Il y a des anges, à un moment. Attendez, il y en a des drôles. Les personnes sensibles aux ultrasons ou basées sur la même fréquence que ça. Ça veut rien dire. Les personnes proches de la mort. Ça, c'est plus Ouais, intéressant, il y a un petit côté philosophique. Ouais, c'est derrière. pas con, ouais. Les personnes dans un état d'ébriété très avancé. Ok, d'accord, c'est bon, ça commence à expliquer plein de choses. Ah, c'est lui qui est derrière toi depuis tout à l'heure. Ah non, je pense que toi, c'est pour l'autre. C'est que tu vois double. Les personnes déficientes mentales. Voilà, ça c'est fait. Et le cumul alors, ça doit être quelque chose. Et les médiums, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, les médiums. Dit-il en se touchant la poitrine. Et non, et du coup, là, ça va être spoil à fond, parce que j'ai regardé la fin. Et pour vous expliquer quand même la fin, parce que qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, est-ce qu'on a vraiment envie de... Ouais, Si, si, on a spoil, envie, 89, ça vas-y, va. spoil. 89, les gars. Spoil, non, c'est de ma faute, j'ai honte. Alors ouais, moi non plus, je me rappelais pas. Donc. Je l'ai déjà vu la fin, mais j'ai oublié. En fait, en plus, non, il est très intéressant, parce que justement, on reprend sur la théorie de la ficelle, et dans le dernier épisode, il arrive dans un bar, et là, il regarde dans le miroir, il se voit lui, déjà. Première fois depuis de 96 épisodes qu'il s'est jamais vu dans le miroir, en fait, depuis des années. D'accord. Et en fait, il apprend qu'en fait, il a été transmuté pile à l'heure où il est né. Coup de chat. Donc on revient en fait à l'origine. Et sauf que là, après, au bout d'un moment, on commence à voir des choses cheloues. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'il aurait rencontrés pendant toutes ces transmutations, qu'il a rencontrés petit à petit et qui sont là en fait. Et là, on est vraiment dans un truc un peu philosophique du truc. Il revoit les gens et tout. Et le barman, qui s'appelle Hal. Du coup, il y a plein de liens comme ça. Il y a un mec qui s'appelle Ziggy. Il y en a un qui s'appelle Gouchy, c'était un autre gars. Et en plus, Hal, du coup, c'est joué par un des acteurs qui était dans le premier épisode, qu'il avait rencontré. Donc il y a plein de liens comme ça. Et en fait, on comprend que Hal, le barman, il est au courant de tout en fait. Et il lui fait se poser des questions et en fait, il commence à croire, mais vous êtes Dieu? Il fait, mais non, Dieu n'existe pas, on s'en fout. C'est de la merde de dire ça. Et après, en fait, petit à petit, il commence à lui expliquer, mais tu sais, c'est toi en fait qui fais les transmutations. C'est toi qui as décidé d'aller de là à là. Tu peux rentrer quand tu veux en fait. Et derrière, en fait, on revient. Et là, il est en train de réfléchir. Il fait, en fait, oui, c'est moi qui voulais faire ce qu'il. Lui, il se dit, ouais, j'ai pas aidé beaucoup de vies. Il fait, mais non, n'oublie pas, quand t'as aidé une vie, ça en a aidé une autre, qu'on a aidé une autre, qu'on a aidé une autre. Donc, t'as aidé beaucoup de vies. D'accord. C'est exponentiel, en fait, le truc. On revient sur un truc, et après, du coup, il commence à comprendre et à prendre conscience que c'est lui qui gère ces transmutations. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne décide pas de rentrer à la maison. Il décide d'aller retourner voir Bess. Donc, c'est l'épisode 2, saison 2
épisode 22, où Bess, c'était la femme de Hal, l'hologramme, qu'il avait perdu parce que lui, il était emprisonné au Vietnam dans la réalité, et il croyait qu'il était mort, et elle s'était remariée. Et dans l'épisode saison 2, épisode 22, il décide de pas lui dire que son mari, il est vivant, et là, en fait, c'est son choix, c'est de revenir pour aller changer ce moment-là. Et là, fondu, on apprend que Hal et Bess ont eu des enfants et qu'ils se sont remariés et tout machin, et on apprend aussi que Sam n'est jamais revenu à la maison. D'accord, ok. C'est beau, c'est joli, Ouais, c'est très joli quand même. Mais j'ai l'impression que tu peux regarder juste les 2 premiers et les 2 derniers et ça te fait un film. Ouais, clairement. En fait, les 2 premiers, c'est 1h30, le 2 premiers et le dernier. Ouais, bah après, il faut avoir la notion de pourquoi il est revenu voir Bess et tout ouais, machin. ouais, C'est pour ça que j'ai regardé aussi cet épisode spécialement. Alors du coup, est-ce qu'ils avaient prévu le truc? Est-ce que t'as ressenti qu'ils avaient prévu le truc? Ou est-ce que t'as senti que les personnages, ils avaient pas trop la même personnalité entre le premier et le dernier? Parce que souvent, t'as ça... Franchement, c'est plutôt bien fait. Et par contre, faut savoir que quand même, ça a été arrêté. Ils pensaient encore faire une saison. Ah oui. Donc ça a été plutôt que prévu le dernier épisode. Mais je pense qu'ils avaient déjà l'idée parce que... C'est vraiment bien tourné. Enfin, c'est bien amené. Je sais qu'il faisait un peu mindfuck quand je l'expliquais, mais il est vraiment bien tourné ce dernier épisode. En fait, j'aime bien ce côté-là de dire en fait le mec inconsciemment il contrôlait un petit peu où il allait pour aider les gens et qu'il continue à le faire parce que inconsciemment il voulait continuer à le faire. Je trouve ça cool en fait cet aspect-là, ça apporte une dimension très je sais pas, peut-être un peu sociale, je sais pas trop comment le dire. En fait, ouais, c'est vrai que je l'ai bien expliqué. Non, ça l'humanise, t'as raison. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Dans le dernier épisode, toutes les personnes, c'est des mineurs, à part le barman. Et il y a un problème à la mine, il y en a 2 qui se retrouvent coincés. Et ils se retrouvent. Je voyais que des mineurs. Ouais, oui, j'avais pas compris au départ. Des gens qu'il fallait contrôler. Ouais, t'as pas 18 ans, tu bois pas de bière. À la mine de charbon. Et du coup, non, ils décident d'aller les sauver avec un mec qui s'appelle Zopto. Et en fait, c'est ça. Le mec, il a un nom d'alien dans Tintin, quoi. Ou un nom d'alien dans un porno, surtout. Et en fait, une fois qu'ils l'ont sauvé, enfin qu'ils ont sauvé les mineurs grâce au gars, je vais pas le refaire le nom. Je botte en touche. Et en fait, bah, du coup, lui, il me fait une transmutation, le gars. Et du coup, on fait, attends, mais c'est chelou. Et du coup, tous les autres gens se rappellent pas de lui. Et en fait, là, quand il parle à Hal, l'hologramme, il lui dit, bah ouais, moi aussi, j'avais un oncle qui s'appelait Zopta, qui avait de tels problèmes physiques et qui était mort en 1933. Et du coup, c'était la même personne. Donc, il aurait rencontré un peu un mort à ce moment-là. Enfin, et tout un aspect philosophique derrière qui suit. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, si vous voulez, mais je vois cette série différemment. Moi, j'en ai une, c'est que t'abordes assez peu les paradoxes. Est-ce que c'est quelque chose que la série met en avant ou pas du tout et au contraire, ils essaient d'être le plus fluide possible? Pas du tout. Là-dessus, ils vont pas du tout là-dessus, parce que en plus, ils changent vraiment la vie des gens. Donc, ils en parlent pas du tout, mais par contre, c'est sûr qu'ils changent le futur, quoi. D'accord. Okay. Mais ils ont là-dessus sur les paradoxes, en fait, ils se sont même pas chiés avec ça, ils en parlent pas. Ok. Ouais, c'est pas plutôt qu'il rétablit le fil du temps. Non, il modifie. Il modifie vraiment. Ouais. Sur les premiers épisodes, le pilote devait crever. Et là, du coup, il le fait vivre. D'accord. Donc. Mais c'est pas, à chaque fois, c'est pas pour son utilité personnelle. Donc en fait, c'est encore un peu différent parce que quand tu cherches, enfin, j'ai l'impression que les fictions où tu cherches à changer le temps pour toi, y a toujours un paramètre qui déconne, il y a toujours un truc qui va pas. Il va toujours avoir un effet derrière. Ouais, typiquement, je sais pas, alors c'est pas tout à fait du voyage dans le temps, mais je sais pas si vous connaissez l'effet papillon, où chaque fois qu'il se réincarne dans quelque chose, alors le film est franchement pas dingue, hein. Oui. Mais chaque fois qu'il était bien. Mais enfin bref, tout ça pour dire que quand tu veux changer le temps pour toi, il t'arrive plus de conséquences derrière. C'est ça. Alors que quand c'est pour les autres, finalement, on s'attarde pas trop là-dessus, ouais. Et puis on s'attache à la belle histoire. On a même pas envie de le savoir, c'est genre, c'est bien, c'est beau. Ok. Il y a le truc ultime, en fait, j'ai pas le temps, j'ai perdu le nom de ce film, qui était pas un film ouf en 2005, mais moi qui m'avait marqué en tant qu'ado, sur justement l'effet papillon, en fait, et le tourisme du voyage dans le temps, où en fait vous avez un type qui est une sorte de guide touristique de voyage dans le temps. Donc les touristes qui sont en fait des gens très riches, comme de la même manière que les gens très riches veulent aller sur la Lune, les fait voyager dans le temps au temps des dinosaures. Et en fait, ce mec-là donc leur fait faire une sorte de safari dans le temps, sauf que par accident total, en fait, un des touristes en fait marche sur un papillon. Il va y avoir un lien de causalité extrême qui fait que la race humaine va totalement prendre une autre direction. Et par vague temporelle, en fait, en retournant dans le présent, il va se rendre compte que l'humanité va être éteinte et une nouvelle race d'humanoïdes va prendre sa place. Et en fait, c'est ça, ce titre de ce film-là que je vais retrouver. C'est ce que je voulais faire avant Chrono Trigger. Les Angelo. Je l'ai plus, mais je sais que ça a été repris dans les Simpsons où on voit Homer qui va marcher justement sur un scarabée ou qui va éclater un moustique sur son épaule, un truc comme ça. C'est ça. Et quand il revient, genre, ses gosses sont juste géants, ils éclatent le plafond de la maison, et puis ils le voient, ils veulent le bouffer et tout. Ça part complètement en couille, et je crois qu'il y a plusieurs occurrences de ce truc-là. Ça devait être dans un horror show des Simpsons. Il y a plusieurs occurrences de ce truc-là, et notamment à un moment donné où tu le vois en espèce de géant lui-même.
violacé. Enfin, c'est un épisode qui est assez particulier. Mais Et effectivement, c'est un rock show. Bah, Du coup, c'est. C'était une nouvelle à la base. On en avait parlé. À la base, je voulais parler de ça, de ce film-là qui est pas ouf, mais qui pour moi me touchait beaucoup en tant qu'ado parce que le fond du problème était très subtil, enfin très pertinent en fait. Et en fait, le mec voit la race humaine s'éteindre devant lui, et à la place, t'as une espèce de nouvelle race humanoïde qui est plus ou moins amphibien en fait, parce que les poissons ont pris la place des races terrestres en fait. Et c'est ouf parce que tu te dis bah ouais, en fait, le moins chose que tu vas altérer dans le passé, tu ne peux même pas imaginer les conséquences que ça peut avoir. Voilà, on peut pas les imaginer, mais on s'imagine souvent pour faire des jolies fictions que ça va tout changer et créer des trucs catastrophiques. On revient sur le fantasme humain. Il est assez probable que finalement le fait de buter ce papillon n'aurait probablement pas changé grand chose. On sait pas en tout cas. En tout cas, on sait pas, mais on choisit toujours d'imaginer le pire. C'est plus simple et c'est plus marrant à mettre en image. Non mais c'est vrai. C'est le deuxième film, il écrase un papillon mais il se passe rien. Voilà. C'était super. Bah merci beaucoup en tout cas Charlie. Y a pas de quoi. Et toi Momo, de quoi donc vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais commencer par un petit jingle parce que si je vous fais tadam, tadam, tadam. Non, ça vous parle pas? Non. Ah non, putain! Alors, je sais pas si c'est toi qui l'as mal fait ou... Refaire. Non, bon, je le rajouterai au montage dans ce cas. Par contre, non, du coup, c'est un morceau d'Astor Piazzolla. Et c'est le morceau qui fait l'ouverture du film L'Armée des 12 singes. Ah oui, d'accord. Qui est incroyable. En fait, si je vous parle justement de ce morceau-là, c'est que je sais pas, je trouve que justement, il colle très très bien à l'ambiance du film parce qu'il a une espèce de dissonance qui fait qu'il apporte une dose de trancheté dans le film. Il est distillé tout au long du film, donc je trouve super important ce morceau pour la suite du truc. Mais avant de poursuivre, je vais quand même vous faire un petit synopsis de ce film-là. Donc c'est un film qui a été réalisé par Terry Gilliam. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des anciens Monty Python. Il est réputé aussi pour être le réalisateur le plus poissard de toute l'histoire du cinéma. Oui, tout à fait. avec Don Quichotte. C'est ça. Il n'y a pas que Don Quichotte en fait. Ouais. Je crois que sur toutes ses réals, il a eu des couilles. En vrai. Il lui arrive toujours un truc. Bah c'est vrai que Don Quichotte c'est quand même le point d'exergue de sa. Oui, bien sûr, hein, mais même sur La Mêlée des 12 singes, ça n'a pas été très rose non plus a priori. J'ai pas forcément toutes les histoires, mais il a eu des prises de tête avec les producteurs. Je vais vous faire vite fait un synopsis du film. Ça va s'ouvrir en 2035. Donc l'humanité est presque décimée par un virus et vit depuis sous terre pour ne plus être infecté. Hein, donc ils sont bien obligés de se réfugier quelque part. Et donc c'est sous terre qu'ils se réfugient. Et on va suivre principalement l'histoire de James Cole, qui est interprété par le très bon Bruce Willis. Ce beau chauve. Oh, ce beau chauve, il est incroyable. Oh, pas trop chauve d'ailleurs. Et une Le petite divin chauve. Il est déjà bien chauve à l'époque. Donc bref, on suit ce personnage-là qui lui est emprisonné dans ce truc-là, parce qu'il est violent. Enfin, bon, bref, c'est pas très important. Enfin, on n'a pas vraiment le background du mec. On sait qu'il est tolard et que, en gros, il est envoyé à la surface faire des prélèvements. Et un jour, on lui dit tiens, on a une nouvelle mission pour toi. On va t'envoyer dans le passé. C'est en 96 qu'ils sont censés l'envoyer. Il l'envoie une première fois, il se foire, il arrive en 90 et il va atterrir dans un asile de fous, dans lequel il va rencontrer une psychologue, et il va également rencontrer le personnage de Jeffrey Goins, qui est Brad Pitt. Qui est incroyable, quoi. Enfin, je trouve qu'il cabotine, mais tellement bien. Il joue le fou. Oh là 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 là. Donc il cabotine, mais bien. Il cabotine juste, en fait, mais c'est incroyable. Je le trouve tellement ouf. Enfin, franchement, je suis tombé amoureux de Brad Pitt quand j'ai rematé le film. Et, en gros, je me le suis fait en VF et en VO. Mais il est tellement bon dans son jeu. C'est l'un de ses premiers films où il est vraiment... Où il est un peu moins lisse que ce qu'il a eu le droit de faire. Ouais. En fait, du coup, pour l'anecdote, en gros, Terry Gilliam l'avait envoyé faire un petit peu des stages de cours dramatiques ou je sais pas quoi pour apprendre à jouer le fou. Et il lui a demandé d'arrêter de fumer aussi. Et en gros, je pense que tu ressens vraiment le manque et du coup, il y a des petits frissons dans sa voix, des trucs de ouf, quoi. Enfin, franchement, le jeu est tellement bon. Enfin, matez-le au moins les 30 premières minutes, juste pour ça, quoi. Mais moi, en plus, c'est vrai que je pense que tout le monde autour de la table l'a vu, non? Ouais, enfin, très longtemps, moi. Alors, moi, je sais que c'est un truc sur lequel je suis tombé gamin, mais que j'ai très vite coupé, ou qu'on m'a fait couper, et que je m'y suis jamais remis. Et c'est un gros manque à ma culture, parce qu'en plus, Terry Gilliam, je pense que, en fait, je crois qu'à part ça, je sais pas, j'ai peut-être pas tout vu, mais j'ai vu beaucoup de trucs. Donc, pourquoi tu l'as arrêté je pense que c'était pas du tout de mon âge à l'époque. En fait, je l'ai vu assez jeune parce que mon père était très fan aussi de ce film. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai gardé un tellement bon souvenir, quoi. Et du coup, je l'ai vu assez jeune et ça passait, quoi. Je pense que les thématiques qui brassent sont aussi assez
Ah, c'est parlant même pour un jeune, quoi. En tout cas, gros manque, donc effectivement, non, mais c'est cool que t'en parles ce soir, ça me remotive à le voir. Mais non, J'avais un peu oublié ce film. Franchement, mate-le. Voilà, donc en gros, lui, son objectif, quand il arrive dans le futur, c'est pas de résoudre la crise pour éviter que l'humanité se perde, c'est plutôt de récolter de l'information. Mais j'y reviens un peu plus tard, là, dans mon truc. En gros, un truc qui m'a vachement intéressé dans ce film-là, c'est le rapport à la folie. Déjà parce que Terry Gilliam est réputé pour être assez taré. Oui. Donc, je pense que fondamentalement, il n'est pas vraiment, et que c'est un truc qui est peut-être un outil de com aussi, quoi. En tout cas, ben, il a un grain, ça c'est sûr. Et il y a un rapport à la folie qui est omniprésent. Déjà, bah, le fait qu'il arrive directement dans un hôpital psychiatrique, comme je disais tout à l'heure, le jeu de Brad Pitt qui est ouf, quoi. Dans le réel, quand il est dans ce putain d'hôpital psychiatrique, t'as que des plans débulés avec de la courte focale, des trucs comme ça, quoi. Enfin, franchement, tout participe à ce côté étrange. D'où aussi le morceau d'Astor Piazzolla qui colle super bien. Et il y a un dernier truc sur la folie qui m'a assez intéressé, c'est qu'à un moment donné, on va avoir le personnage de James Cole qui va complètement perdre les pédales et se dire « Mais en fait, je voyage pas vraiment dans le temps, je suis fou. Tout ce que je vous raconte là, je suis fou en fait. » Et il commence à mettre un doute sur ce truc-là. Et en fait, ça fonctionne vachement bien grâce à un truc qu'on nous montre jamais. Ouais, bah, vous l'avez déjà deviné, je suppose, déjà, hein, mais... le voyage dans le temps. On nous montre jamais l'action de voyage dans le temps en fait, quoi. Et ça c'est super intéressant. On sait pas comment il est arrivé, il n'y a pas de machine. On nous montre un tout petit peu le dispositif, mais c'est tellement peu. En gros, c'est tout le temps ellipsé, quoi. Et franchement, ça c'est super intelligent de pas nous l'avoir montré, c'est qu'en gros, il passe d'une époque à l'autre et tu sais pas comment et tu t'en bats les couilles en fait. L'important c'est d'instaurer le doute en toi et de te dire est-ce qu'il voyage vraiment dans le temps, est-ce qu'il voyage pas dans le temps. Bon, à la fin, il y a pas des éléments à droite à gauche qui sont. Bah, si tu remates le film, tu te diras que t'as pas trop de doutes à avoir. Au moment où lui a son doute sur son voyage dans le temps, tu peux l'avoir à ce moment-là, quoi. À la fin du film, par contre, tu te dis bon, il y a aucun doute sur le truc. Voilà pour un petit peu tous ces trucs-là. Il y a également une grosse critique de la science, mais alors là, je suis pas forcément d'accord avec Terry Gilliam. En gros, toi, les scientifiques vont se planter plusieurs fois d'époque. C'est des scientifiques qui vont créer le virus, etc., quoi. Enfin, mais bon, ça c'est un aspect du film avec lequel je suis pas forcément d'accord avec Terry Gilliam. Bref, un truc que je peux pas passer sous silence quand on parle de l'Armée des 12 singes, c'est le court-métrage La Jetée, qui est Cocorico français. Attends, et t'as utilisé Cocorico, quoi. Ouais. T'es de la radio des années 50, quoi. Ah la vache, ça c'est chaud pour ta gueule, par contre. Oh merde, on va t'appeler le coq sportif. Le coq sportif. Le coq sportif. Alors, non, en gros, donc La Jetée, ça a été le film qui a servi de base, enfin le court-métrage qui a servi de base pour l'Armée des 12 singes. Ça prend la forme d'un espèce de diaporama en noir et blanc, avec une voix off qui va nous raconter le truc. Ça fait une trentaine de minutes, et donc du coup, ça a posé toutes les bases du film L'Armée des 12 singes. Le voyage dans le temps, la recherche d'informations, mais jamais de résolution en fait. Pas de résolution dans le passé. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est qu'on parlait de fatalité tout à l'heure. Il y a un moment où Bruce Willis va dire à l'asile... quand il est à l'asile, il va dire non mais je veux pas résoudre la crise, en fait je cherche juste de l'information parce que de toute façon ce qui est fait est déjà fait. Donc c'est assez intéressant. Donc, c'est quoi sa mission en fait De récolter l'information pour que les l'info. scientifiques de son présent à lui puissent combattre le virus dans son présent. Ils en profitent pas pour essayer de modifier. Ils veulent pas modifier le passé, ils veulent juste de l'information. D'accord. C'est tout. Et c'est la même logique dans La Jetée justement. C'est beaucoup plus vieux, pardon, excuse-moi, mais c'est beaucoup plus vieux La Jetée ou c'est à peu près, enfin le film est basé dessus longtemps après? La Jetée 1962. Ah oui, d'accord, donc il y a quand même un gap entre... Donc il y a un gros gap et il est intéressant par bien des aspects, déjà parce que la préoccupation du truc n'est pas la même. Là, on est sur une 3e guerre mondiale dans ce truc-là. D'accord. Une guerre nucléaire mondiale. Pour moi, c'est logique aussi que les préoccupations soient pas les mêmes. En gros, là, du coup, en 62, effectivement, on sort de la 2e guerre mondiale, enfin, 20 ans après, quoi. Et on est surtout en plein milieu de la crise de Cuba, quoi. On est un tout petit peu avant la crise de Cuba, donc il y avait déjà des prémices au truc. La guerre froide, elle est pas mal quand même à ce niveau, quoi. Ouais. C'est ça, quoi. En 95, quand Gilliam sort le truc, on est peut-être un an après qu'il y a eu l'attentat au sarin dans le métro de Tokyo, un truc comme ça. À ce moment-là. Donc là, on est plutôt sur de l'attaque chimique et vraiment les préoccupations sont pas les mêmes. Parce que voilà, ma conclusion, gros, c'était un peu de dire aussi que les films sont un peu la représentation de leur époque finalement. Ils sont ancrés dans leur époque, c'est sûr. Ouais, voilà. Surtout Terry Gilliam, pour le coup, en plus, a toujours procédé un peu comme ça. Enfin, il suffit de voir
Tu prends Sunshine, ça répond déjà, ça répond à des questions vraiment du moment. Ah, mais je pense que c'est pas que Gilliam, c'est tous les cinéastes qui sont comme ça. Oui. Tous, je sais pas. Non. Enfin, pas des mecs qui sont ancrés dans leur époque et d'autres qui font. Non, mais tu vas forcément être un peu pétri par tes préoccupations du moment. Ah bah ouais, ça comme chacun. Ouais, ça comme chacun d'entre nous, j'imagine. L'époque influence ta vision dans ce que tu crées, c'est sûr. Ouais. J'en profite pour me faire une parenthèse. Le film dont je parlais tout à l'heure, c'est Un coup de tonnerre, qui était une adaptation de la nouvelle de Ray Bradbury. Voilà. Le film était sorti en 2005. Et t'as retrouvé ça dans tes notes en loose day pendant que il cherchait le petit filou. Il a pas écouté ce que j'ai dit. Moi, j'ai écouté, mais voilà. J'ai une vraie question super sérieuse. C'est très très sérieux. Vas-y. Bruce Willis. À quel moment il dit yippee pauvre con? Ah non mais attends, du coup j'ai encore une anecdote. Ah, c'est peut-être pas si con que ça, meuf. Non, c'est pas si con que ça. Parce que du coup, en gros, Gilliam lui a dit, tu vas pas me faire tous les trucs à la con à la Bruce Willis. Un truc comme ça. Ah ouais. C'est pas exactement comme ça qu'il l'a formulé, mais en gros. Longtemps après les Die Hard. Non, il y a peut-être les deux premiers de sortie. Je pense que le troisième était pas sorti. Ouais, je pense que le premier ou le deuxième, les deux premiers. Les deux premiers devaient être sortis. Je pense les deux premiers. Mais en gros, il lui avait dit, en gros, je veux pas ton regard d'acier. Bleu profond. Là, et en fait, ça a fonctionné. Parce que Bruce Willis, pareil, il joue ultra juste. Quoi. Enfin, genre, juste, je me souviens de la scène où il est dans la bagnole avec la meuf, là, enfin la psy. Et juste, il est en train d'écouter de la musique. Il est là, fait, ah, cette musique, elle est ouf, machin. Il est juste en train de faire dans son fut, en fait. Hein. Il est en train de jouir, quoi. Et en écoutant de la musique, quoi. Parce que il connaît pas la musique dans son époque, il connaît pas ça. Quoi. Mais là, du coup, en plus, je pense que pour Bruce Willis, juste après, tu dois enchaîner sur un Code Mercury, Sixième Sens, qui sont pas exactement dans les mêmes délires d'ailleurs. Enfin, c'est un peu Code Mercury, mais. On voit un autre Bruce Willis, on commence à voir un autre. C'est sa très grande décennie. Cinquième élément, c'est un peu avant, ou un peu après. L'Armée des 12 singes, c'est quelle année déjà? 95, c'est ça, t'as dit? Alors, l'année de sortie du film, ou le film est sorti en 95. L'action va se dérouler en 2035, en 90 et en 95. Et juste, j'avais une suggestion pour si jamais vous faites La Jetée et l'Armée des 12 singes, évidemment matez l'Armée des 12 singes avant, parce que sinon vous spoilez un film avec un court-métrage, c'est pas ouf. D'accord. Merci pour le c'est un oui, voilà. Je pensais que c'était une évidence. Vaut mieux regarder l'Armée des 12 singes avant. Vaut mieux mater l'Armée des 12 singes avant La Jetée, parce que si tu mates La Jetée qui fait 30 minutes, tu te spoiles l'Armée des 12 singes et c'est pas forcément cool, quoi. Pour moi, en fait, la Jetée, je le vois comme un complément, un bonbon, pour se dire d'où vient le truc et c'est cool à mater, quoi. Genre Dragibus, un truc comme ça. Exactement, un Dragibus ou un Arlequin. Un Arlequin parce que vu que je viens de la radio des années 60, on va dire un Arlequin. Ouais. Ou une pastille Vichy. Oh bravo. Oh là là. Non, ça pourrait presque être une transition, mais toujours plus loin. Du coup, ça va être à Pedro de nous poser, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, eh bien moi, j'ai décidé de prendre un biais un peu particulier ce soir, puisque je vais vous parler d'une œuvre musicale pour arriver gentiment sur une œuvre, sur une série. Mais tout ça pour vous parler d'un concept qu'on a très peu exploré ce soir. Et pour cause, parce qu'il ne fait pas vraiment partie du voyage dans le temps. Vous allez vite comprendre. Je voudrais vous parler un peu de cryogénisation. Voilà. Donc à proprement parler, ça n'est pas du voyage dans le temps. Et pourtant. Si. Ouais, mais moi, c'est pas moi qui fais les définitions, mon petit père. Si, c'est toi. Si, c'est moi. Avoir le même corps 800 ans après, un seul coup comme ça dans un claquement de doigts pour toi. Ça marche. Voilà, ça marche. Alors ce soir, je voulais vous parler d'un morceau en particulier, assez rapidement. Hein, on va pas s'éterniser dessus. Mais ça s'appelle Hibernatus DVD. Et c'est un morceau du groupe Sexy Sushi. Je sais pas si ça vous parle. Yes. Charlie, ça te parle? Oui. Non, ça ne m'étonne pas. Toi aussi, Momo. Oui, je connaissais avant que tu m'en parles et je me suis réintéressé à eux. Ça ne m'étonne pas non plus. Sexy Sushi, c'est un groupe d'électro-clash qu'on peut également qualifier d'électro-trash ou d'électro-punk. En tout cas, c'est électro. Quoi qu'il arrive, c'est électro. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de les voir 2 fois en club. Et ils existent depuis 2001. Ils ont sorti une multitude d'albums. Alors je les ai pas tous répertoriés parce qu'il y a de l'album pirate, il y a de l'album, demi-album, complet album. Enfin c'est assez particulier leur carrière. Ils ont enregistré en tout cas sur label Merdier Records, Scandal Records et sur le label Maison. Voilà, donc les membres sont Rebecca Warrior
et Mitch Silver. Mitch Silver de son vrai nom, David Grelier. C'est tout de suite moins C'est moi. Désolé David, pardon, mais c'est moins vendeur David Grelier. T'as bien fait de changer. Et Rebecca Warrior, c'est Julia Lanoé. Ouais. Donc Rebecca et Mitch, David et Julia se sont rencontrés à Nantes en 2001. Nantes, comme nous les gars, comme nous. Ils ont très vite adopté pour leur premier concert des tenues de scène comportant perruques et lunettes fumées, tout simplement pour conserver leur anonymat. Et leurs premiers albums, parce que ça je trouve ça assez amusant comme anecdote, sont gravés sur des CDR par des distributeurs alternatifs. Voilà, donc des bons vieux CD, ouais, du bon vieux. Une seule lecture, enfin... Je sais pas si vous vous rappelez, entre 2000 et 2005, 6, je pense que ça a disparu à cette époque-là, il y avait des mecs qui étendaient des draps par terre et il y avait plein de CD gravés. Voilà, bah, eux ils faisaient pareil, mais avec leur propre musique, pas avec celle des autres. Ouais, j'ai fait mes premières compiles sur des CD. Bah, nous tous, je pense. Ça, c'est ça. Mais première compile, je pense même que c'est sur cassette, tu vois, donc... Ouais, mais je suis pas aussi vieux que toi. Salopard. Je vais sur cassette aussi. J'enregistrais ce qui passait à la radio sur cassette. Pépé, il s'est démerdé avec un fer à repasser pour graver sur des vinyles, tu sais. Il écoutait D-Fool, mais à ce moment-là, D-Fool, il avait 18 ans, quoi. Donc, en 2008, excusez-moi, sort leur 3e album, si je ne m'abuse, qui s'appelle Mar, qui est l'album qui les a, je pense, un peu révélés. Alors j'allais dire au grand public, oui et non, parce que vous vous doutez bien que c'est pas tout à fait le genre de Europe 1, RTL ou même des radios un petit peu plus jeunes et modernes. Mais ça a beaucoup tourné sur Internet et on se les a beaucoup fait passer entre barman, parce qu'à l'époque j'étais barman et on mettait ça à fond dans nos bars vers 23h, minuit, quand on commençait à être tous un peu caisse. Et donc Mar, ouais, c'est vraiment l'album un peu bourrin par excellence. Je pense que c'est probablement par ça que t'avais démarré à l'époque, Charlie. C'est celui où t'as Princesse Voiture. Où d'accord. Ouais, parce que j'avoue que Cheval. Les noms d'albums, je les ai pas. Donc non, c'est pas évident. J'entends. Ouais. Et nous, le morceau qui va nous intéresser, c'est la piste numéro 4 ou 5, je n'ai plus souvenir, et qui s'appelle Hibernatus DVD. Alors vous me voyez venir avec Hibernatus DVD. On va parler cryogénisation. Je vous l'ai déjà plus ou moins pitché tout à l'heure. Parce que, en fait, si la cryogénisation n'est pas considérée comme du voyage dans le temps, dans la grande définition du voyage dans le temps, pour la personne cryogénisée, il y a bien un voyage dans le temps, quand même, quoi qu'il arrive. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Dans le morceau, Rebecca chante qu'elle a visité de nombreuses villes, qu'elle a grandi à Harlem avec Vandel et avec Paul Prébois notamment, qu'elle a fait la Star Academy, qu'elle a buté Diana, qu'elle a buté sa grand-mère également, voilà, qu'elle a braqué le CIO pour s'acheter le Figaro, beaucoup bon goût. Voilà, évidemment, c'est pas possible sans super pouvoir. Et donc l'explication vient assez vite puisqu'elle nous dit que elle se fera cryogéniser, qu'elle a inventé la bouffe congelée, qu'elle a déjà vu Hibernatus et qu'elle a le DVD dans son anus. Voilà, c'est ses mots à elle, c'est pas les miens. DVD dans mon anus. Tout à fait. Je pense que je passerai un petit morceau en arrière-plan. Ah, carrément. Voilà. Donc le Hibernatus en référence au fameux film de... C'est qui ça? De Funès. De Funès, ouais. Ah oui, c'est ça. Funès. Ouais. De Funès, donc Hibernatus, voilà, qui est l'histoire d'un type qui s'endort en début de siècle, ou 1900, je crois, peut-être même que c'est pile en 1900 ou 1901, quelque chose comme ça, pour se réveiller dans les années 60 ou 70, complètement déphasé. Voilà, donc turfu, quoi. Les années 70, c'est le turfu. C'est complètement le turfu. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si la cryogénisation n'est pas considérée à proprement parler comme du voyage dans le temps, voilà, c'est quand même un voyage dans le temps pour la personne qui se retrouve cryogénisée. Donc, qu'est-ce que c'est que la cryogénisation? C'est un procédé de cryoconservation. La cryoconservation, on considère que c'est à peu près moins 196 degrés. C'est un gros gel. Hein. C'est un très gros gel. Ouais, c'est un gros gel. Donc des corps. Alors on en parle souvent dans des cas de médecine, puisque souvent c'est des gens malades qu'on cryogénise ou qui se font eux-mêmes cryogéniser. Ça existe à l'heure actuelle. Vous pouvez aller vous faire cryogéniser. Ça coûte les yeux de la tête. Faut être faut être Bruce Wayne, mais bon, vous pouvez. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir pardon, passez-moi le terme, mais de pouvoir les décongeler un jour, comme de vulgaire surgelés. C'est vraiment le terme, hein. C'est de se faire un cordon bleu avec, on est d'accord? Avec double cheddar. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les décongeler à un moment où la science aura suffisamment avancé pour pouvoir guérir leurs petits bobos ou leurs gros bobos, voilà. Mais si aujourd'hui on sait que c'est quelque chose qui est pratiqué, hein, parce que je vous dis, il y a vraiment les gens qui ont du pognon, ceux qui rêvent d'aller voyager sur la Lune, de se faire cryogéniser, de vivre 150 ans, ceux qui ont les moyens d'avoir ce genre de rêve, le font. En fait, les scientifiques restent quand même très 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 sceptiques quant à la possibilité un jour de pouvoir en faire quelque chose.
Mais nous, on s'en fout, on s'en délecte complètement parce que ça donne lieu à de la création culturelle, à des choses qui deviennent complètement cultes. On a parlé de tout de suite, de De Funès, mais vous avez d'autres exemples de cryogénisation. Tout à l'heure, tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied, j'ai un peu râlé parce que tu as parlé d'idiocratie et que je comptais en toucher un mot, mais Idiocratie, c'est complètement ça. C'est un mec qui se fait cryogéniser, qui débarque. Alors, je sais plus si c'est 100, 150 ou 200 ans plus tard, bref. On s'en fout, c'est juste que t'arrives et l'humanité juste abrutie, quoi. Ouais, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, lui, dans son monde, était complètement débile. Pas complètement débile, il est pas, c'est pas une lumière, quoi. C'est pas une lumière, mais c'est un mec lambda et il arrive et il devient le roi du monde parce qu'il est considéré comme ultra intelligent. C'est un peu un dum, c'est juste pas une lumière. Ouais. Le postulat de ce film, je le trouve d'ailleurs pas forcément très intéressant. À cet égard-là, en tout cas, sur le voyage dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils en font. Après, moi, j'ai eu du mal à accrocher au départ. Il m'a fallu 2-3 fois avant de comprendre vraiment la portée du film. Mais il est à l'image de beaucoup d'œuvres fictives. Enfin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais justement qui se projettent dans le futur pour en fait avoir un message politique. Oui, peut-être. Ouais. Bon, après, moi, j'ai pas vu autre chose qu'un mauvais acteur dans un mauvais film. Mais désolé. Non, mais après, je dois t'avouer que sincèrement. J'ai beaucoup aimé l'idée, mais que ça a été une souffrance la première fois, un petit peu moins la deuxième, parce que j'ai essayé d'aller piocher d'autres choses dans le film, mais c'est vrai qu'on peut pas dire que ça soit non plus le film est pas bon. Il est connu parce qu'il a une idée. C'est ça. Qui fait réfléchir, qui est en plus presque un petit peu d'actualité. T'as l'impression de dans le futur de ce film-là, quoi. Sinon, le film est pas. Le film a imaginé quelque chose dans lequel on n'est pas très très loin de la réalité. Maintenant aux États-Unis. Ouais. Il a mis les mots. C'est triste, mais c'est vrai. Je pensais que t'allais partir dans un truc où les jeunes générations deviennent de plus en plus connes. Non. J'avais vraiment peur de ce discours un peu nauséabond. C'est-à-dire qu'il y a encore 8 jours, on a appris que les mecs faisaient des Covid parties, donc ouais, forcément, c'est vrai. Ouais, ça abonde dans ton sens. Il y a toujours eu des cons tous les ans. Bon, allez, on trêve de galéjade, parlons Futurama. Je suis sûr que ça vous hype tous. C'est cool. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est là que je voulais vous amener. On part de loin, parce qu'on part de Sexy Sushi pour arriver à Matt Groening, Futurama. Donc 1999, 7 saisons, 140 épisodes. Quand même. Et ouais. Et 4 films. 4 films de 88 minutes aussi. Il faut pas oublier. Alors c'est fou, ça, je dois dire que c'est Thomas qui nous l'a rappelé. Enfin, qui me l'a rappelé pour le coup. Parce qu'en fait, j'en ai vu. Je pensais que j'en avais pas vu, mais j'en ai vu. Je devais être trop des boîtes à l'époque. En fait, je croyais que c'était des longs épisodes. Non, c'était des films. Et ça s'est pas passé au ciné, donc on a dû les voir sur Énergie 12, je pense. C'est vache les boules. Entre 2 épisodes des ch'tis à Mykonos. Et donc Futurama, pour ceux qui connaîtraient pas, je vais vous pitcher un petit peu la série. C'est l'histoire de Fry, livreur de pizza en 99 à New York, qui se casse la margoulette dans un tube à cryogénisation et qui se réveille 1000 ans plus tard à New York, entouré du professeur Zoidberg, un espèce de crustacé. Quelqu'un dit nourriture? Ah, je savais qu'il fallait que je démarre par les autres. Zoidberg. Oh, vous m'avez pas déçu. Donc Zoidberg, Léla, je suis sûr que là personne ne va imiter Léla. C'est le jour de. Si, je glisse. C'est dur d'avoir un soleil. Léla, elle a une particularité, elle a un soleil. Mon soleil. Ça bascule totalement. Donc il y a également Bender, le robot qui est à l'origine un robot tordeur. Ouais, qui est quand même un gros alcoolique complètement. Ah non, alors laisse-moi y revenir. C'est son carburant. On va en reparler. S'il est sobre, il est ivre. Oui. C'est compliqué à comprendre, mais j'aimerais beaucoup être comme lui. Hermès Conrad, qui est un champion de limbo et un comptable émérite. Et également Amy Wong qui nous arrive de Mars, quand même. Et puis bien sûr son unique descendant, l'unique descendant de Fry, pardon, parce que ma phrase était tellement longue qu'on se rappelle plus du sujet. Le prof Hubert Farnsworth, pardon. Farnsworth. Donc dans Futurama, alors Futurama c'est une série Matt Groening, pour ceux à qui ça parlerait pas, Simpson, voilà, tout simplement. Je pense que tout est dit. Sauf que là il a fait quelque chose de beaucoup plus futuriste. Et il aborde beaucoup de thèmes scientifiques, et il aborde évidemment le voyage dans le temps. Alors déjà par la cryogénisation de Fry, alors si je puis me permettre, même si c'est pas dans les grands codes du voyage dans le temps, c'est déjà un grand voyage pour l'ami Fry. Et puis également à plusieurs reprises dans plusieurs épisodes. Alors je me suis permis d'en relever un qui est dans la saison 5, l'épisode 7, sorti en 2010, que je vais vous pitcher également rapidement. C'est le professeur Farnsworth qui entraîne par erreur Fry en l'an 10 000 en voulant tester une machine qu'il a fabriquée pour voyager dans le temps, donc pas forcément pour le remonter, mais pour voyager dans le temps,
qui ressemble d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil au film, la machine à explorer le temps, puisque la bécane lui ressemble de très près. Je vois très bien l'épisode. Tu vois la fameuse pantoufle. Voilà. Et puis c'est un épisode moi que j'aime énormément. Alors il se passe plein de trucs, il passe par plein d'époques. Évidemment, le but c'est de retrouver leur époque. Je veux pas vous faire tout. Alors, si, t'as un truc super intéressant à dire dessus. Mais justement, peut-être que je vais y venir. Tu penses à la boucle? Alors, non, vas-y, dis-moi la boucle. Ah, putain. En gros, ils peuvent pas revenir dans le passé, à aucun moment. Sauf que, le professeur Farnsworth va expliquer à un moment donné dans cet épisode, je me base sur mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Va expliquer une théorie en disant, de toute façon, le temps est cyclique. Donc si on fait une boucle complète, on va pouvoir revenir à notre époque. Mais ils se foirent systématiquement. À chaque fois, ils vont faire une connerie dans la boucle qui va faire que leur époque va être transformée, ou alors ils vont faire une erreur de calcul, arriver pas à la bonne époque exactement. C'est exactement. Et du coup, ça, ils se reprennent. Et tu as un timelapse qui va faire que tu les vois donc boucler à l'infini jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la bonne époque et ils se disent. Bon, c'est pas exactement notre époque, mais on n'est pas trop mal, donc on va rester là, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, du coup, ce qui fait qu'il passe par pas mal d'époques. Et ça donne des clins d'œil assez intéressants. Alors, il y en a un, par exemple, à la planète des singes, alors que je vous donnerai pas, parce que du coup, ça vous fera découvrir l'œuvre de Momo et puis la mienne. Un autre clin d'œil à Retour vers le futur. Là, je peux vous. Par contre, t'as confondu la planète des singes et l'armée des 12 singes. L'armée des. Non, par contre, c'est la planète des singes. La planète de l'armée. Attention, on sait pas s'il y a des singes. La planète de l'armée des 12-25 000 singes. Voilà, c'est exactement ça. Me faites pas chier. L'armée des planètes des singes. Non, c'est bien un clin d'œil à la planète des singes, pardon. Oui, C'est pas l'armée des singes. Ce n'est pas tout à fait. Non. Il y a en revanche un clin d'œil à Retour vers le futur. Bon, là que je peux vous citer parce que c'est très simple, c'est quand Bender fait en gros En voiture Simone, sauf que il fait C'est parti Marty. Voilà. C'est la base. Facile. Il y a une époque, notamment, il traverse une époque à un moment donné qui est une parodie de Terminator, qui m'a fait moi personnellement beaucoup rire. Voilà pour cet épisode. Effectivement, le principe de la boucle, tu l'as assez bien résumé. Et du coup, en fait, ils font un peu fi de tout ce qui est paradoxe. Comme dans pas mal d'épisodes de Futurama, des fois ils sont pas trop chiés avec les explications. Quoi. Tout à fait. Ou alors, non, mais ce qui est assez amusant avec Futurama, c'est que autant parfois ils sont capables de pas trop se faire chier, et au contraire ils vont aller développer des trucs, des micro-points à fond. Et puis, il y a également le film La Grande Aventure de Bender en 2007. Sur lequel je m'arrête un petit peu parce que c'est un format un peu différent, c'est un format 88 minutes qui mérite d'être découvert. Alors par contre, allez dans l'ordre de la série, commencez pas à regarder les films parce que sinon vous allez paumer pas mal d'anecdotes. Et en fait, dans ce film-là, ce qui est assez intéressant par rapport à notre sujet du soir, c'est que Farnsworth explique les paradoxes du voyage dans le temps. Il explique vraiment de façon assez scientifique. C'est pour ça que tu vois, c'est ce que je disais tout de suite, Charlie. Oui, autant Futurama, c'est capable de faire fi de pas mal de choses pour s'éviter des problèmes, et puis c'est aussi capable de t'expliquer les choses de façon assez intelligente. C'est une série qui est vraiment maligne, qui est complètement foutraque aussi. En fait, techniquement, c'est une série un peu faite pour tout le monde, tous les gens qui sont un peu curieux et qui ont envie un peu de se marrer, d'apprendre des choses sans trop... Alors, d'apprendre des choses, faut pas exagérer non plus. Oui, faut pas... Non, ça reste du divertissement. Mais en tout cas, qui veulent regarder un divertissement qui peut être vraiment considéré par les parents, oh ouais, j'aime bien cette phrase, considéré par mes parents comme mais c'est quoi ton truc, c'est complètement con. Alors ils disent ça aussi devant Kaamelott, et en fait t'apprends quand même plein de trucs à côté de toi, et ça te creuse ton esprit critique. C'est qui tes parents que je les recoule? C'est la gueule, moi, tu vois. Voilà, non mais c'est ça. Pour moi, Futurama, c'est ça. C'est un peu comme Kaamelott, c'est-à-dire que on pourrait croire quand on est un daron un peu à l'ancienne, tu vois, en passant devant la télé de son gamin. Bah, c'est quoi ton truc, c'est complètement con. Mais non, en fait, c'est pas du tout complètement con, il y a plein de trucs à retenir. Voilà, donc c'était pour vous parler un petit peu de cryogénisation, sortir un petit peu alors du cadre du voyage dans le temps à proprement parler, parce qu'on est d'accord que là, en fait, un corps ne passe pas d'une époque à une autre en l'espace d'un claquement de doigts, puisqu'il y a vraiment, en fait, il est juste endormi. Mais pour la personne, en fait, si on se met à la place de cette personne... C'est presque la manière la plus cohérente de voyager dans le temps, en fait. Alors, en tout cas, dans le futur. Ouais, si on arrive à réveiller les gens, mais... Voilà, il reste comme ça. Non, mais parce que sinon, si tu veux t'endormir à 21h le soir et te réveiller à 9h le lendemain matin, c'est un voyage dans le temps. Oui, je suis d'accord. En même temps, scientifiquement, la seule solution pour voyager dans le temps, ce serait de voyager 35 ans à la vitesse de la lumière pour gagner 100 ans. Donc, c'est ça. Tu te reviens un peu au même. C'est toujours un truc ultra perte de temps, quoi. C'est pas faux. C'est intéressant de ce que tu as dit dans Futurama. En fait, il soulève une philosophie qui est proche de l'Orient, de considérer le temps comme quelque chose de cyclique, en fait. Que la fin des temps n'est que la fin d'une ère, et qu'on commence une nouvelle ère qui, par la suite... D'ailleurs, on est à la roue du temps, en fait, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et on est en l'an 3000, et c'est assez amusant, parce que du coup, en l'an 3000, on se rend compte dans Futurama qu'on a conservé
ce qu'on considérait comme étant le meilleur de notre époque à nous, les années 2000, je dis bien ce qu'on considérait, pas forcément ce qu'il l'est, et qu'on a essayé de régler des problèmes. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous savez comment se rencontrent Bender et Fry? Dans une cabine à suicide. Ouais, dans une cabine à suicide. En fait, Fry prend une cabine à suicide pour une cabine téléphonique. En fait, il veut appeler un proche pour lui demander mais qu'est-ce qu'il fout là en fait. Et il tombe sur Bender, voilà, qui cherche à se suicider, ce qui est complètement con vu que non, Bender veut pas se suicider. Pour lui, c'est une cabine sexuelle, la cabine. C'est une cabine. Ah oui, je me rappelais plus de ça. Bien joué. Ah, ouais. Oh putain, t'es calé toi sur Futurama. Bah, tu vas pas me niquer là-dessus. Exact, c'est une cabine sexuelle, c'est vrai. Et voilà, donc en gros, on a réglé le problème des gens qui en avaient marre de la vie en créant des cabines à suicide, quoi. Et ça, pour eux, c'est une évolution. Ça, pour eux, c'est le monde de demain. Et je l'ai pas dit, mais en fait, toute cette équipe-là que j'ai citée au départ, Hermès Conrad, Amy Wong et compagnie, Léla, le professeur, ils bossent pour Planet Express. Mais ça, par contre, ça nous rattache à notre époque complètement. Enfin, on est en l'an 2000. Aujourd'hui, on a des Amazon qui font de la livraison partout et d'autres boîtes, hein, pour pas citer que, mais... Et en l'an 3000, bah, c'est exactement pareil, mais juste avec un vaisseau et entre planètes. En fait, eux, ils font juste du Amazon du futur. De la livraison espace, quoi. C'est amusant, voilà. Il y a des trucs. On a essayé d'améliorer les choses. Les gens de notre époque vivent sous terre. Pour ceux qui ont survécu, et ils ont développé des morphologies un peu bizarres, avec 3 yeux, ou avec un seul, comme Léla par exemple. Et qui sont mis au banc de la société. Quoi. Exactement, ils sont mis au banc de la société. On retourne dans la machine à explorer le temps de H.G. Wells, en fait, où justement vous avez une classe dominante qui vit à la surface de la Terre et qui est une sorte d'élite sociale. Et les classes qui sont subterranéennes sont une espèce de main-d'œuvre ouvrière en fait, qui ont du coup évolué sans lumière et qui ont pris une direction différente dans l'évolution de la race. Bien, eh bien, je crois que après cette longue conversation autour du voyage dans le temps, il est temps de relaisser la place à notre ami Charlie qui va nous faire sa pastille. Oui, une pastille. And now for something completely different. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. La pastille, je vais peut-être expliquer très rapidement. Ça peut être une bonne idée d'expliquer ce que c'est. C'est pas mal d'expliquer ce que c'est une pastille. La pastille, c'est un petit espace court, très court, s'il te plaît. Non, comme si c'était moi qui avais le plus parlé. C'est pas forcément toi. D'expression, c'est une petite pastille d'expression qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. On peut y passer un coup de gueule, parler d'une actualité, parler d'un truc qui nous a fait plaisir. Enfin bref, voilà, c'est un peu ce que vous voulez en faire, les gars, la pastille. Ouais. Et ce soir, c'est Charlie qui s'y colle. Merci, Charlie. Ouais, et je vais commencer sur un truc qui est actuel et très vieux en même temps. Okay. Je vais vous parler des 7 merveilles. On connaît les 7 merveilles antiques, mais vous savez qu'il y a des 7 merveilles modernes? Oui, non. Mais par contre, je pourrais pas les désigner. Et oui. Déjà, on va commencer par les antiques. Okay. Les classiques qu'on connaît un peu tous. Est-ce que, tiens, Pépé, t'en as une comme ça? N'importe quoi. C'est toujours Pépé qui commence. Il est quasiment en face de moi. Les pyramides. La pyramide de Khéops. Je vais dire la pyramide. Et c'est d'ailleurs la seule merveille antique qu'on peut encore voir. Ouais, parce que les autres sont toutes autour de la Méditerranée, en principe. Ouais, mais enfin, les pyramides de Khéops, on peut considérer que c'est autour de la Méditerranée. Oui, mais pour donner une situation géographique. Pas la tour de Babel? Non. Les jardins suspendus de Babylone. Les jardins suspendus de Babylone. T'as le phare d'Alexandrie. Donc les jardins, c'était l'œuvre de Nabucodonosor II. C'est la bibliothèque d'Alexandrie. Putain, c'est un dinosaure qui a fait ça. C'est vrai, c'est un dinosaure. Ouais. Un dino disco laser. Nabucodonosor, c'est une bouteille de combien de litres, ça déjà? C'est pas 9 ou 12, je sais plus. Oh, je devrais pas dire ça, c'est mon taf. Non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'était des jardins suspendus avec un ingénieux truc d'eau pour amener vers le haut. Et d'irrigation. C'était impressionnant pour l'époque. Ouais. Et l'époque, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ quand même. Le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie. Je l'ai dit avant, bâtard. Oh non, c'est vrai, tu l'as dit. Oui, mais. Il y a peut-être le colosse de Rhodes dans l'histoire. Donc le phare d'Alexandrie. Ça me revient pas alors que je joue à Seven Wonders. Le temple de Bangor en Inde. Alors attends, parce qu'il y a eu. Tu m'as dit le colosse de Rhodes. Le colosse de Rhodes, ouais, bien sûr. J'ai envie d'essayer. Les têtes de l'île de Pâques? Non. Non. Alors du coup, pour Colosse de Rhodes, les autres n'existent plus. Pour ceux on a dit autour de la Méditerranée. Ouais, Colosse de Rhodes, c'était sur les îles grecques, et c'est une grande statue où les bateaux passaient en dessous, ils disaient environ 30 mètres de haut. Oh, mais c'est exactement comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est la même dans Game of Thrones ou dans plein de trucs. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai. Est-ce que vous savez que c'est le premier long métrage de Sergio Leone, Le Colosse de Rhodes? C'est un péplum. Voilà.
Il y a le mec qui sort ses fiches Wikipédia à chaque fois qu'on parle d'un truc. Quand t'as fait ça, est-ce que vous saviez? J'ai eu l'impression. Comment il s'appelle déjà l'historien Sophie Favier? Non, Laurent Dutch. Laurent Dutch. Non, c'est mort. Saviez-vous que la plus petite rue de Paris mesure 1m30 de largeur? On parle plus de Laurent Dutch, ok? Je vous ai déjà dit que je voulais plus qu'on parle de Laurent Dutch. C'est parce qu'il est trop d'extrême droite pour toi. Mauvais souvenir d'un Mauvais souvenir d'une seule nuit. Une seule nuit. D'un rêve érotique. Une seule nuit. Du coup, il en reste 3, les gars, dans les anciens. Je vais dire au pire. Il y a la statue. Alors, il y a peut-être le Parthénon. Léphantine de Zeus à Olympie. Le grand Zeus assis sur un trône. Ok. Toujours dans le 5e siècle avant Jésus-Christ. On a plus de photos de tout ça là. Il y a peut-être le temple. Tu peux nous raconter ce que tu veux. Il y a des photos de tout ça. Ah bah donc ça existe alors. Il y a des vidéos. Ah, mais Non, tout existe. je veux dire, oui, non, tout mais pardon. existait, mais il y a plus en fait. Il reste que la pyramide de Khéops, mais tout le reste ça a été. Alors non, mais question, ça existe plus, ça a disparu depuis l'invention de la photographie. Je lui demande s'il y a des photos qui non, existent. non, Il me dit oui. Des images, des reproductions. Ah bah des voilà, machins, bah voilà, bah Des voilà. visualisations. Des visualisations, ouais. Il y avait le temple d'Artémis à Éphèse. Ah, ça parle beaucoup moins ça. Et le tombeau de Mosole à Lalicarnasse. C'était un grand tombeau. Et qui a quand même ramené le mot mausolée, parce que c'était là que il y avait les trucs. Ok, d'accord. Ah, quand même, il y a un petit Ah mais truc là, avec là, ok, petite il y a anecdote. Non mais là il y a de la culture là. Voilà. Là il y a de la culture dans ta pastille. Et du coup, les 7 merveilles du monde moderne. Depuis quand? En fait, ça a été décidé. Déjà on est 5 là, et les deux autres je sais pas. En 2007, ça a été décidé. Ah oui, là, c'est vraiment moderne. C'est vraiment moderne. Il y avait donc il y en avait une centaine qui avaient été. Alors il y a le Mont 177 Saint-Michel, il y a le Mont Saint-Michel déjà mon gars. Oh non. Non. Vas-y, il y a le Mont Saint-Michel. Tu veux La pas laisser Joconde. continuer La Tourlue. Bah non, il nous pose la question, à nous de répondre. Donc 177 dossiers présentés, et 21 retenus, et parmi les 21, ils en ont choisi 7. 7. Okay, et du coup, l'objectif, c'était de voir par rapport à l'architecture, comment ça a été créé, par rapport à l'époque où ça a été créé. Par exemple, bon, il n'y a pas la pyramide parce qu'on remet pas les mêmes, mais la pyramide par rapport à l'époque, c'est super compliqué. Enfin, voilà. Ah, on est vraiment sur de l'œuvre à grande échelle. Ça peut pas être de la peinture. Non, c'est que des œuvres. Ok, je croyais qu'on pouvait taper dans nos trucs. La Tour Eiffel, c'est dedans ou pas? Non. On est sur des trucs plus grands, justement, plus massifs. Ouais, plus massif. Le pont de San Francisco. Et non, mais peut-être qu'il était dans les dossiers. Là, pour le coup, l'île de Pâques, j'ai envie de le tenter. Ah non. Les statues de l'île de Pâques. Ça compte pas, je pense pas que ça compte plus comme de l'art que de l'architecture. Pour la blague, le World Trade Center peut-être? Non. Non, ils ont pas essayé? Non, mais World Trade Center, ouais, non. Le Machu Picchu. L'Empire State Building. Le Machu Picchu, les gars. Ah, bien joué. Ah, ok. Oula. Ensemble architectural, encore, un truc donc comme ça. attends, juste pour le Machu Picchu, donc c'est au Pérou, pour ceux qui savent pas. Ça a été fait au 15e siècle. C'est pas si vieux que ça, en fait. Non, c'est pas si vieux. Et donc c'était une cité Inca. Et d'où ils considèrent que c'est moderne? C'est une cité Inca qui est quand même à 2500 mètres de hauteur. Les autres sont antiques, donc c'est beaucoup plus vieux. Il y en a d'autres. Il y en a une au Brésil. Ouais, Ouais, la statue du Christ Rédempteur. Ah oui, le Corcovado. Corcovado, ça c'est la colline. Il fait 1145 tonnes, 38 mètres de hauteur. Ouais. Il est quand même posté à 710 mètres de haut. Il est fabuleux. C'est quand même pas mal. Je me rends compte que c'est hyper radiophonique ce que j'ai fait en fait. Ouais, tu les bras écartés. Avec ses millions Jésus, quoi. Il a bien mangé la cantine, ce Christ. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a des choses en Europe. En Italie. Ah bah la tour de Pise. Le Colisée? Le Colisée. Bah oui. Ouais, le Colisée. Lui, il fait pas partie des. Surtout pour le coup, la tour de Pise, c'est franchement. Le Colisée, c'est pas la meilleure. Et le Colisée, c'est pas antique aussi? Non. Pas par rapport au phare d'Alexandrie, en fait, c'est beaucoup plus récent, ouais, c'est clair. C'est 5 siècles après. Faut faire attention aux dates, ça veut rien dire. Parce que là, c'est en 72 après Jésus-Christ, mais il y en avait une ou deux antiques qui étaient au tout début. Pareil, non, mais quand tu disais moderne, je voyais vraiment des trucs un peu plus contemporains, en fait. Donc, juste pour info, c'est là où il y avait les combats de gladiateurs, les massacres d'animaux sauvages, les exécutions publiques, les courses de chars et les reconstitutions théâtrales de célèbres batailles. Et c'est là qu'on a tourné Astérix aux Jeux Olympiques. C'est là qu'on venait avec les enfants à l'époque. Ouais, au moins on s'amusait avant. Il y en a une, c'est à New Delhi. Des rats dans les rues. Eh ben c'est le temple, non, le temple de Taj Mahal. Le Taj Mahal, mais oui, bien vu. Taj Mahal. Tout simplement. C'est quand même l'opéra de Sydney. Ah non, perdu, monsieur. En Inde? What? Non. Prends-moi pour un con en plus, toi. Je viens de répondre. Il y en a une au Mexique. Le Machu Picchu. Non, pas du tout. Ça c'est au Pérou. Pas du tout. Non, c'est du Mexique, les temples mayas. C'était maya, mais ça s'appelle le Chichen Itza. Chichen Itza dans la péninsule du Yucatan. Juste pour la petite histoire donc il y avait une présence d'au moins 5 puits naturels. Chi signifie bouche et Chen puits, donc Chichen puits. Et Itza c'était les sorciers de l'eau, c'était le nom de l'ethnie qui a créé le truc en fait, tout simplement. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque nous deux les gars.
Il y a quand même une assez grande, où il y a une fausse rumeur, comme quoi on peut l'avoir de... La muraille de Chine. La muraille de Chine. Ouais, carrément. La muraille de Chine, c'est... La grande muraille de Chine, ouais. Putain, mais en fait, j'hésitais à le dire, mais je trouve que c'est pas assez moderne non plus. Mais... Bah ouais, mais c'est pas mais moderne, ça veut dire que ça existe encore, c'est pas pareil. C'est pas non plus si vieux que ça, la muraille de Chine, la grande muraille de Chine. Déjà, il a fallu 2000 ans pour la construire, donc j'ai la longueur, mais en fait, c'est un peu le bordel entre ce que tu calcules de muraille, de montagne qui est, enfin... Et là, actuellement, ils disent environ 6300 km de murs, 360 km de tranchées et 2200 km de barrières naturelles. D'accord. Ah, c'est pas... C'est énorme. Et en fait, même l'estimation de nombre de personnes qui ont travaillé dessus, c'est entre 30 000 et 1 200 000. On ne sait pas très précisément combien de personnes Attends, ont travaillé combien dessus. Entre 30 000 et 1 200 000. Le chiffre est super large. 30 000 selon les participants et 1 million selon la police. Ce qui est ouf, c'est que ça servait à rien s'ils sont quand même fait envahir par les Mongols. Et du coup, j'en ai une 7ème. Le 7ème. En plus, j'ai tapé le verre. Mollusque. Pardon. Mollusque. J'ai une 7ème. On l'a vu dans plusieurs films. Dans Mortal Kombat Destruction Finale. Dans Christophe Lambert. Je sais. Le temple de la momie. Dans Transformers 2 et dans Indiana Jones et le temple de, je sais plus comment il s'appelle, en Égypte. Non, Apophis. C'est pas très loin. C'est pas en Égypte, c'est juste à côté. En Jordanie. Ouais, en Jordanie. Oui, Le temple en Jordanie, c'est magnifique ce truc. Ah, il est ouf en plus. Le temple de Petra, excusez-moi. Petra. C'est un peu dans ce style-là qu'il y a le truc en Mayenne là, dont je t'avais parlé. Ah oui. Et c'est un peu dans ce délire-là en fait. C'est pour ça que je voulais aller le voir. Ouais, en Mayenne, il y a un truc dans le genre. Il y a un mec qui a lancé un musée et du coup c'est beaucoup d'imagerie inspirée de la Jordanie finalement. Trop cool. Et c'est très très cool quoi. Enfin moi j'aimerais bien aller le voir ces gens. Mais ouais, mais du coup pour ceux qui se rappellent surtout, c'est Indiana Jones et la Indiana croisade. Jones, sérieux, oui. Et du coup c'est là où ils vont récupérer le Graal. C'est celui-là, temple c'est de Petra. Et puis où il y a la scène finale en fait. Ça c'est la scène finale du film. Ah ouais, avec les bastons, dès qu'il y a des nazis dans un film, de toute façon, c'est fantastique. Puis c'est Indiana Jones, là-dessus. C'est surtout ça. J'aimerais bien que l'empathie soit mise sur une nazie un jour. On a vu qu'on fait un épisode sur les nazis. Surtout qu'ils ont le droit à une deuxième chance, ça a déjà été dit dans des films, ça. Il y a encore la semaine dernière, il y a un nazi qui a été jugé, il a pris 2 ans de sursis et c'est tout quoi. Mais vraiment. Sérieux? Un néo. Non, un nazi de l'époque des camps de nazis quoi. C'était un gardien dans les camps de concentration. Ah la vache. Et il a pris 2 ans de sursis. Parce qu'il a bilan. Voilà. Alors messieurs dames, pour ceux qui écouteront ça après un long voyage dans le temps en 2100 ou 2150, on est en 2020 aujourd'hui. Donc l'humanité est toujours aussi pourrie. Oh, mais tu vois, il y a des belles choses et on les montre les 7 merveilles du monde moderne. Puis il y a on leur parle de nazis. Puis il y a eu la vague verte. Hein, la vague. Bon, le mec avait prescription, il avait dissident à l'époque. Merde. Ah la vache. Merci beaucoup pour cette pastille, monsieur Charlie. Rapidement, facilement. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait vraiment le tour du sujet, des sujets. Allez, avant de se quitter, est-ce que vous auriez un petit truc à recommander qu'est-ce que vous avez vu récemment? Est-ce que nos auditeurs, vous voudriez leur faire partager quelque chose, Angelo? Ah ouais, moi, par rapport au thème du voyage dans le temps, en fait, je pensais à l'album des Roots, tout simplement, en 2012, où en fait, vous avez, c'est un album concept, vous faites la chronologie inversée des dernières 24 heures d'un protagoniste qui est mort. Donc vous partez de sa mort et vous faites les 24 heures qui précèdent. Donc et puis ça colle au thème en plus. Merci Angelo, c'est cool, c'est sympathique. Mollusque. Alors moi j'ai essayé de coller au thème, mais c'est pas forcément le cas. C'est la BD Le Mystère du Monde Quantique. D'accord. Qui est super intéressant, qui va nous expliquer en gros rapidement les grosses théories sur la physique quantique. Et puis c'est joli en plus, c'est édité chez Dargo, ça a l'air bien fait. Ouais, c'est très bien fait. C'est du coup on va avoir un petit peu d'Einstein, un petit peu de Schrödinger. Voilà, ça survole un peu les choses. Faut pas s'attendre à ce que ce soit très approfondi. Le dessin est très simpliste, mais dans un cas de vulgarisation, c'est ultra efficace. Très cool. Voilà, je le recommande. C'est super intéressant. Après, si vous voulez creuser le truc, il faudra aller plus loin que ça. Mais c'est une bonne BD pour se mettre le pied à l'étrier, on va dire. Merci beaucoup, Mollusque. Pépé. Alors moi, Marocco, c'est pas dans le thème. C'est c'est bien ça. Alors je sais pas, c'est très récent. Je sais pas si c'est plusieurs semaines ou c'est très récent. C'est le dernier album de Fab Caro, Open Bar 2, parce que c'est la suite du coup d'une nouvelle série qu'il a lancée il y a pas longtemps. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur de Zai. Voilà. Donc là, vous foncez, vous réfléchissez pas, vous allez acheter, vous allez dans une librairie, vous demandez Zai. Si vous kiffez, normalement, si vous êtes quelqu'un de sensé, avec des goûts, vous allez rire. Si vous aimez la vie, en fait, vous allez aimer Zai. Et du coup, alors là, pour le coup, on n'est plus sur une histoire complète, on est sur une page, une blague. Mais c'est très bien. Et vraiment, moi, je me suis marré presque à chaque page. Là, clairement, il faut l'effet BD pour rigoler. Si j'en lis une, non, fais pas ça, laisse les gens. Je les ai là, vous allez lire après. J'ai les 2 premiers tomes là. Merci beaucoup, Charlie. Ouais, alors moi je suis retombé, ils ont ressorti des nouveaux épisodes de Nu et culotté. Ah oui. Si tu connaisses pas.
Donc c'est Nancy Moots, je sais pas leur nom de famille parce qu'en plus ils sont assez compliqués. Mais en fait ils partent à poil, complètement à poil. Et l'objectif c'est que ils ont toujours un objectif. Ils ont un objectif, par exemple ils partaient des calanques et l'objectif c'est d'aller faire cuire des marshmallows sur un volcan en Sicile, un délire comme ça. Et ne pas utiliser d'argent et toujours jouer sur est-ce qu'on peut squatter chez vous, avoir des vêtements et vous êtes dans votre jardin ou dans votre cuisine et autres. Et l'objectif c'est un peu de rencontrer les gens. Ouais. Et le dernier épisode c'est donc ils partent du sud. Et c'est d'aller faire une hymne pour l'humanité, et avec un grand chanteur. Et ce grand chanteur, c'est Mathieu Chédid. Est-ce qu'ils y arrivent ou pas à regarder? Ouais. Okay. Mais super, et en fait, en plus, c'est toujours beau, pour le coup. Qui sont un peu sur Twitter, on voit que des connards partout. Là, tu vois plutôt des belles personnes, il y a toujours des belles choses à voir, et ça remet un peu foi dans l'humanité. C'est cool que faut tous les regarder, il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur Dailymotion. Nuit et culotté, c'est la 8ème saison. Il y en a d'autres, il y en a 3-4 qui vont sortir cet été, donc qui sont sortis cet été, pour ceux qui écouteront plus tard. Et voilà, faut y aller, à fond. Eh ben merci beaucoup Charlie, c'est très amusant que t'en parles parce qu'en plus j'ai regardé ça hier soir. Et bien moi de mon côté une reco, je voulais vous recommander, alors t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, la saison 2 de Umbrella Academy qui est sortie il y a pas très longtemps. Alors je l'ai pas encore vu, donc c'est une auto-reco, j'invente un nouveau concept, je me le recommande à moi-même et je vous le recommande à vous. Alors j'en attends beaucoup parce que la première saison était vraiment mortelle et m'a donné très envie de découvrir le comics. C'est pas encore fait, c'est un retard que je vais essayer de rattraper pendant les congés d'août. Mais la première saison était vraiment top. C'est vraiment bien joué en plus. Il y a même les personnages secondaires, les faux méchants ou faux méchants, on verra bien, sont très intéressants. Enfin, c'est très cool, allez-y. Voilà, c'est clair, c'est vraiment cool. Et en plus, c'est validé par Charlie, alors voilà, que demande le peuple. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On se retrouve le mois prochain pour parler d'un nouveau thème. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Non, Angelo, il s'en fout. Il a mangé, il a digéré, il a dit son truc. Le plaisir, c'est passé. J'ai fini le rhum, le roga, il y en a plus. Moi, c'est une soirée qui m'a plu. J'ai fait ma soirée, mon les gars. Impeccable. Merci beaucoup, messieurs. Merci de nous avoir supportés. À très vite. Salut. I'm Batman. Salut. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze, y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Le dame choco. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, voyez. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.